Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Olivia Choresten, entrepreneure instinctive et fondatrice de 2 péniches emblématiques sur la Seine. On parle de ses années en Italie, de l'humanitaire qui l'a vite refroidi, de ses débuts dans la street food et de la façon dont son instinct l'a toujours guidée pour créer des lieux uniques dédiés aux bonnes choses et à la fête. Un parcours hors des sentiers battus, mené par la curiosité et l'envie de créer du lien. Bonne écoute! Salut Olivia. Salut Vanda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je sais que tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Juste avant qu'on commence, j'aime bien présenter mes invités comme si je les présentais à des amis. Ok. Et donc Olivia, nous on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans, je dirais, à un apéro de foodie, comme on dit, de gens passionnés par la bouffe ou qui bossent dans la bouffe. On s'est rendu compte qu'on avait une personne en commun, c'est ta sœur, avec qui j'étais à Dauphine. Salut Laura, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte donc, que tu avais aussi traversé plusieurs lieux, donc tu vas nous raconter, et que maintenant tu avais un bateau sur la Seine qui s'appelle le Mazette. C'est quand même très classe de dire ça. C'est pas mal. Plus un restaurant que tu ouvrais à cette époque-là sur le bateau. Ouais. Donc moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment t'en es arrivé là. En fait. Comment on en arrive à avoir un bateau sur la Seine et à servir des gens et à les faire danser. Donc, on va explorer un peu toute ta vie. Okay. On peut aussi explorer les générations d'avant. Tout est libre sur le podcast. Mais ce que j'aime bien faire, c'est commencer entre tes 0 et 10 ans. Savoir où est-ce que t'es née, dans quel environnement t'as grandi, qui était la petite Olivia. Est-ce que ça te va? C'est très bien. Très bien. Elle est trop cool, la petite Olivia, en plus. Ah. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi à Paris. Okay. On a grandi dans le très chic 16e arrondissement. Mais ce qui est cool, c'est que je pense que nos parents viennent tous les deux ils ont tous les deux des histoires très différentes. Et du coup, pour moi, la résultante, c'est qu'ils nous ont élevés normalement. On n'a pas du tout grandi dans un truc opulent ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours eu... des valeurs qui me semblent essentielles dans la vie, de respect, d'égalité, etc. Et donc, j'ai grandi dans un 16e normal. J'aime bien dire ça. Parce que quand les gens, tu dis tu viens du 16e, les gens ils te regardent genre, oh my god. Oui, tout de suite des préjugés. Tout va bien. Quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. Et tes parents venaient d'où, justement? Mes parents, ils sont tous les deux de région parisienne. Et ma mère, elle vient... les deux, ils viennent d'environnements globalement plutôt bourgeois. Mais ma mère, c'était assez sévère et très... comment dire? Enfin, ils ont dû faire attention à beaucoup de choses quand ils étaient petits. Donc, il fallait qu'on prenne soin de nos affaires, que ce soit rangé, que ce soit propre. Ça, c'est... Enfin, voilà. On n'avait pas tout comme ça. Voilà. Et mon papa, lui, à l'inverse, il vient d'un monde hyper confortable. Mais du coup, il était un peu tout seul et comment dire... Enfin, il n'y avait pas vraiment un cadre affectueux de là où il vient. Donc lui, il nous a apporté vraiment toute la partie tendresse, affection et que ça. Donc c'était un très bon équilibre. Quand on avait un cadre matériel et presque intellectuel du côté de ma mère et toute la partie tendresse, affection du côté de mon père. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, tous les deux? Ma mère, elle était styliste et mon père travaillait dans la pub, dans la régie publicitaire. Ok. Donc tous les deux, ils ont connu la mode et la télé dans les années 90. Ah, génial. Une autre époque. Et du coup, tu as plusieurs sœurs, c'est ça? Ouais, j'ai 2 grandes sœurs. Ok. Julie et Laura, qui ont 5 et 7 ans de plus que moi. Et voilà, avec qui j'ai grandi, mais en étant un peu à part, mais en même temps beaucoup avec. Et donc, pourquoi un peu à part? Parce que j'étais quand même beaucoup plus petite. Tu vois, quand t'as 5 et 7 ans d'écart, quand t'as entre 0 et 10, du coup, Julie, elle avait 17 ans, Laura 15. Ah ouais. C'est pas la même chose. Enfin, tu vois, on n'en était pas au même endroit dans la vie, quoi. Mais même, elles avaient la même chambre. Moi, j'avais mon petit coin à moi et tout. Donc voilà. Donc les deux sont très proches. Elles se ressemblent beaucoup, presque même physiquement. Je trouve. Ouais. On leur dit souvent, on leur demande souvent si c'est pas des jumelles. Ce que je vois pas du tout. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, maintenant, quand même, tu vois bien que non. Mais ouais, je pense qu'elles se ressemblent à plein d'égards. Et puis, elles en sont à des endroits très similaires dans la vie aussi. Donc, je pense qu'elles ont vécu beaucoup de choses en simultané. Et moi, c'était juste autre chose, quoi. Est-ce que ça t'a manqué de ne pas avoir ce même lien? On rentre tout de suite dans le psy, là. J'avoue. J'aurais dû prendre un café, pas du tout une tisane, quelle connerie. Non.
je crois pas. C'était juste autre chose, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des moments, oui, quand je voyais leur proximité, forcément, tu te dis, moi, j'ai pas exactement ça. Et elles avaient plein d'amis en commun, elles avaient plein de choses en commun. Après, moi, c'est juste venu plus tard et différemment, mais je pense que ça, comment dire, je pense que ça fait partie des éléments qui, construits comme tels dans ma vie, ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, et donc, tu vois, ça m'a donné une certaine forme d'indépendance, de trucs. Je passais des heures à jouer toute seule avec mes petites voitures, mes Legos. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait de moi quelqu'un qui peut passer du temps tout seul sans s'ennuyer. Donc, en soi, je pense que c'est OK, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et à l'école, comment ça se passait ? Bien, je crois. Franchement, bien. Le seul truc relou de ma scolarité de petite, c'est que j'avais une meilleure amie, 20 sur 20 meilleure amie, qui était vraiment comme ma sœur. Et juste la maternelle jusqu'au genre CE1, on était tout le temps ensemble. Vraiment, mais elle habitait juste à côté de la maison, etc. Et en fait, à nos 7 ans, ses parents ont divorcé et sa mère est retournée vivre en Allemagne. Ah, mince. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'étais toujours dans le 16e quand même. Et pour le coup, mes nouvelles copines étaient des grosses pestes. Et ça, je pense que ça m'a vachement traumatisée dans il me faut la validation des gens dans la vie. Et trop nul. Parce que je l'aurais jamais eu si ma pote était restée. Ah, c'est dingue. Mais c'est très bien. Écoute, après, tu t'apprends. Et je pense que tu peux jamais être préservé, entre guillemets, d'incidents de la vie qui font que, OK, t'as un peu des blessures, un peu des trucs bancals et qu'il faut résoudre un jour, quoi. Donc voilà. En l'occurrence, c'est entre guillemets juste ça. Bon. Et du coup, ensuite, l'adolescence et jusqu'au bac, est-ce que tu savais où est-ce que tu allais, ce que tu voulais ? Est-ce que tu étais à l'aise dans ton corps en tant qu'adolescente, comme tous les adolescents du monde ? Non, du coup. Est-ce vraiment une question ? Non, c'est vrai, je suis partie très loin. Tellement d'optimisme. Non, en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que je pense que j'étais hyper OK, mais qu'évidemment, je me détestais pour des raisons que j'ignore. Donc, je suis un peu passée à côté de ces années avec moi-même, quoi. Mais, écoute, pas grave. C'était cool. En fait, moi, j'ai fait 2 écoles dans ma vie. J'ai fait maternelle et primaire dans une seule école et collège-lycée dans un seul et même établissement. Donc, en soi, j'avais des méga repères. J'ai eu les mêmes potes... du collège jusqu'à la terminale, j'avais les mêmes potes. En plus, on était dans une classe européenne, donc on changeait pas de classe, nous. Donc en fait, j'ai fait ma scolarité avec les mêmes personnes pendant 6 ans. Ouais. Donc voilà. Et toujours mes meilleurs amis aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et tu savais ce que tu voulais faire après le bac ou Non, du tout. Le lycée, c'était pas un moment très scolaire pour moi. J'avais compris qu'il fallait que je bosse un peu quand même, mais c'était pas ma prio, quoi. J'ai fait beaucoup la fête tôt. J'ai globalement toujours été un peu insouciante. Et je pense que, même au lycée, même au collège, j'avais des notes OK. Je pense que je visais la moyenne et comme ça, je me disais, ça va, je vais passer tranquille. Mais en plus, c'était en classe européenne. Donc, classe européenne, c'est quand même des élèves doués, quoi. Ouais, oui, en fait, et ça, je pense que c'est un truc un peu dommage, mais effectivement, là où tu as raison, c'est que je pense que les profs, parce qu'on avait ce truc de classe européenne, les profs avaient une attitude différente envers nous, qu'ils n'avaient pas forcément envers les autres classes. Et truc un peu dommage de l'éducation, quoi. Si tu traites des élèves différemment, forcément, tu auras des attentes différentes. Donc, nous, c'est vrai qu'on arrivait avec cette casquette, c'est des bons élèves. Et donc, en fait, les classes, elles étaient gérées comme des classes de bons élèves. On avait des potes qui sont tout aussi intelligents que nous, qui n'étaient juste pas en classe européenne. Et les classes, c'était le sbeul, mais international, avec les mêmes profs. Ouais. Donc, tu dis, en fait, si vous traitez les élèves différemment, si vous traitez différemment en tant que prof, nous, il y avait une espèce d'autorité irréfutable qu'ils auraient très bien pu, du coup, avoir avec d'autres gamins de notre âge. Mais qui n'étaient pas valorisés. Qui n'étaient pas valorisés comme tels. Et du coup, ouais, c'était super différent. Trop bizarre. Donc oui, non, je pense que nous, c'est pas tant qu'on était des meilleurs élèves factuellement. En soi, on avait juste 2 heures d'anglais en plus par semaine. Enfin, tu vois, c'est quand même pas la différence du siècle, quoi. Mais c'est juste qu'effectivement, on était traités différemment à la base. Donc, je pense qu'on avait une attitude vis-à-vis des cours qui était différente. Mais bon, n'empêche que dans tout ça, moi, j'étais... c'était pas ma passion. J'étais...
j'étais une très grande actrice à l'époque pour me démerder à inventer des excuses sur pourquoi je rendais pas mes devoirs à l'heure et tous mes trucs de français. Je sais pas si j'en ai jamais vraiment rendu, en fait. Je sais pas comment je faisais, mais je me démerdais toujours pour raconter des histoires et rendre très en retard et machin. Dieu merci, il y avait pas de ChatGPT à l'époque. J'aurais vraiment fait une scolarité parallèle, quoi. Mais donc c'était ok, quoi. Ouais. Je me suis démerdée. Et tu faisais des choses à côté? T'avais des passions Non. Aller boire des cafés avec mes potes après les cours, c'était vraiment le Graal de ma journée, quoi. Non, j'avais pas de passion. Nous, on a toujours fait une activité par an, quoi. Donc j'ai fait de la danse, du basket, du ping-pong. Ah ouais. Du tennis. Tu changeais chaque année? Ouais, quasi, ouais. Ce qui fait que je suis un peu médiocre dans plein de trucs. mais j'ai pris des cours. Touché à tout et que t'as une curiosité. Ça dépend comment on voit les choses. Hein. Exactement. En fait, j'ai mis du temps à me dire que c'était peut-être une chance de... J'avais écouté un jour un TED d'une personne qui expliquait qu'en gros, il y avait des personnes verticales qui étaient expertes dans un domaine et qui du coup approfondissaient le truc, pouvaient carrément acquérir une reconnaissance publique sur ce sujet, etc., etc. Et des gens horizontaux, qui étaient des gens qui touchaient un petit peu à tout, mais qu'en fait, c'était les gens horizontaux qui permettaient aux gens verticaux de se rencontrer. Ah, bien sûr. Tu vois l'image ? Ouais. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas si nul de s'intéresser à tout. Et non, effectivement, en fait, tout m'intéresse. Tu peux me parler de tout et n'importe quoi. Je suis curieuse, en fait. Ouais. Donc ça, c'est l'avantage. Ouais, mais je suis mauvaise au ping-pong. Voilà. Moi aussi, j'aimais bien le ping-pong. Mais ça va, je me débrouillais. Du coup, où est-ce que tu vas après le bac ? Après le bac, en gros, je faisais LV3 italien et les cours étaient de 8 à 9 ou de 12 à 13 et je séchais pas mal. Et ça a gavé ma mère qui a dit « Écoute, tu n'iras jamais à la fac parce que tu vas jamais t'en sortir. » En vrai, ma mère a eu raison. Oh, le langue. Ma mère, c'est mon manager de vie. Elle savait les choses que je ne savais pas. C'était chiant à l'époque parce qu'elle voulait me faire des choses que je n'avais pas spécialement envie de faire. Mais c'est manager. Et donc, elle m'a dit, en gros, tu vas jamais t'en sortir à la fac. Du coup, tu vas faire une école de commerce. Ce qu'ont pas du tout fait mes sœurs. Moi, mes sœurs, elles ont fait la fac. Et moi, j'ai fait tout comme elles. Vu que, pour répondre à ta question, je savais pas du tout ce que je faisais, où j'allais, machin. J'ai fait S. De toute façon, j'aurais pu ni faire ES, ni L. Enfin, bref, j'étais nulle dans tout. Mais S, c'était... vraiment, maths et SVT, je comprenais pas. Enfin, bref, maths pire. Et donc, en fait, mais comme j'ai fait comme mes sœurs, du coup, j'avais ce bac S en poche. J'ai fait LV3 italien parce que je savais que j'étais nulle et qu'il me fallait des options parce que sinon, j'aurais jamais mon bac. Et du coup, mais je séchais beaucoup. Et donc, ma mère me dit, OK, tu vas faire une école, ce que j'avais pas du tout prévu au programme. Moi, j'étais partie pour faire Assas Écogé parce que c'est ce que ma grande sœur avait fait. Ouais. Dauphine, je savais que je serais jamais prise. Enfin, bref. Je me retrouve à faire ces concours d'école et moi, j'avais posé une seule condition, c'est que j'avais dit d'accord, mais je ferai jamais une école de commerce à Paris, parce que déjà, j'ai grandi dans le 16e, mollo, voilà. Et de deux, parce que je voulais idéalement, du coup, faire plutôt 2 ans à l'étranger plutôt qu'une seule année. Une seule année, j'avais vraiment cette croyance que ce serait dans une grande ville, que ce serait hyper rapide, que je m'intégrerais pas vraiment dans la culture. Et donc, j'avais dit, OK, mais je fais un truc en 2 ans. Et donc, celle qui permettait de faire ça, il y avait Reims et Rouen, je crois. Ok. Et donc, je suis partie en école de commerce à Reims. Ah, c'est dingue, hein. Ouais. Mais c'est une bonne école, en plus, Reims. C'est une post-bac, c'est pas l'ESC. Mais non, c'était OK. Enfin, non, c'était... Oui, c'était une bonne école, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai pas de référentiel. C'était pas, je sais quoi, j'ai pas fait de prépa, voilà. Enfin bon, c'est bien de viser les meilleurs, mais bon, il y en a plein de bonnes, quoi. Et t'avais vachement de visibilité déjà sur ce que tu voulais. Enfin, tu voulais 2 années à l'étranger et pas une. Enfin, tu pensais déjà à ça. C'était le seul truc auquel je pensais. Ah ouais. Parce que j'ai fait une école de commerce, parce que c'était suffisamment large et machin. Et moi, en fait, j'ai fait 4 ans d'école de commerce où on m'apprenait des trucs de grands groupes. En fait, c'est la honte, ce que je vais dire. C'est grave la honte, mais c'est grave la vérité. Donc, je fais 2 ans à Reims et on fait 1 an et demi de cours, 6 mois de stage. Et ensuite, je vais en Italie et je fais la même chose. 1 an et demi de cours, 6 mois de stage. Et j'ai compris, au début de ma 4e année, qu'en fait, c'est horrible. Bref, c'est pas grave.
Mais en gros, j'ai compris au bout de ma 4e année que tous les sujets, en réalité, étaient liés et qu'ils faisaient partie de la vie d'une seule et même entreprise. Mais que nous, on les voyait de manière tellement... Il n'y avait jamais aucun sujet qui rentrait dans l'autre. Donc j'étais là, genre, ok, bah, tu peux finir comptable, tu peux finir... tu peux faire du droit des affaires... Enfin, droit des affaires, non, mais tu peux être juriste, tu peux machin. Mais en fait, je m'étais jamais dit, genre, ah, mais en fait, tu peux rassembler tous les sujets et créer ta propre boîte. Ah, mais c'est pas la honte du tout. Je pense que personne n'y pense, quoi. Et ça, c'est un esprit entrepreneurial qui arrive à réunir tout ça. Mais quand t'es étudiant à la fac, mais personne pense à ça. Tu rigoles. T'en avais parlé à l'époque avec... Mais je suis sûre que personne n'a rassemblé les dots, quoi. J'ai eu un moment épiphanique de... Mais putain, mais en fait, c'est de la vie d'une entreprise. Ah, c'est incroyable. Ouais, bah écoute... Tu es la première personne qui réagit comme ça quand je raconte ce truc. Vraiment. Et je le raconte pas souvent parce que je trouve que c'est un peu la loose de me dire putain, j'attends non, au contraire. Mais bref, et donc ouais, non, mais en vrai, cette école, c'était trop bien parce que c'était hyper adapté à qui j'étais. En vrai, les cours, c'était ok, on n'avait pas des parcelles de malades. Moi, je suis pas du tout une grosse... Enfin, je suis pas du tout une grosse bosseuse scolaire. J'ai pas ces clés-là, c'est vite, j'y ai l'air, enfin bref. Et du coup, on avait un niveau de cours correct. On faisait beaucoup la fête à côté. On était hyper indépendants et voilà. Mais en réalité, je pense que, en fait, ça nous a appris beaucoup de choses de la vie. Parce que du coup, moi, à 17 ans, du coup, je suis partie vivre à Reims. Enfin, je suis née en fin d'année, mais donc assez tôt, je suis partie vivre pas chez mes parents. Donc, faut faire tes cours, gérer tes lessives, faire un peu ta vie tout court. Et je pense que ça m'a donné des clés d'indépendance encore plus que celles que j'avais déjà, quoi. Donc, même si c'était pas la scolarité d'une vie, et j'ai toujours regardé les gens qui faisaient la fac avec beaucoup d'admiration, parce que je pense que c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus théorique, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Enfin, moi, j'ai une espèce de vision de... On nous a pré-mâché le travail. Ah, c'est marrant, c'est des projections, hein, c'est marrant. Ouais. Ah, tu dis que c'est pas comme ça ? Bah non. Ah ouais. Non, franchement, mais c'est marrant comme... En fait, quand tu expliques ton parcours, en tout cas, c'est ce que je ressens là pour l'instant, c'est que t'as l'impression que tout le monde fait toujours mieux, toujours plus dur autour et tout ça, et que bon, toi, finalement, t'as trouvé l'astuce. Alors que je ne pense pas. Je voulais pas étouffer, quoi. Damn. Ça les larmes, quoi. Peut-être. Il y a un petit complexe d'infériorité, j'ai l'impression, qui se cache quelque part. Ah, c'est possible. Qui, j'espère, quand on va avancer dans le temps, peut-être a été travaillé et va mieux. Sinon, on en parle après, si tu veux. On en parle après. J'en ai parlé hier chez ma psy, donc... Non, je rigole. Ah, quoique... Mais non, tu mets peut-être le doigt sur un truc. En tout cas, cette scolarité était très bien pour ça. J'ai fait partie d'une asso qui était une asso de teuf qui s'appelait Why Not et qui n'est que des bons souvenirs. On organisait des soirées déguisées pour parrainer des enfants au Sénégal. Ah, génial. Et c'était trop marrant. Et en fait, on était un peu l'à côté du BDE, sans avoir un peu toutes les obligations BDE, etc. Donc, on faisait ce qu'on voulait. On avait fait une soirée. Après, on avait 17 ans, quoi. Le bon, la pute et le truand. Et on trouvait ça brillant. Putain, mais c'est génial comme thème. C'est la soirée étudiante parfaite. On est tellement drôle. Voilà. Mais vous aviez la mission humanitaire quand même derrière aussi, cette caution. On avait pour objectif de gagner des sous pour parrainer des enfants. On parrainait une dizaine d'enfants et en vrai, c'était trop chouette. Vous y êtes allé au Sénégal? Non, on n'y a pas été. Et en fait, moi, à cette époque, j'étais persuadée que je faisais de l'humanitaire. Que je faisais de l'humanitaire, ouais. Parce que ça me correspondait et que je trouvais ça trop bien et tout. Et donc, je fais ces 2 ans à Reims. J'arrive en Italie. L'Italie, c'est un des meilleurs trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Déjà parce que c'est un super pays. Parce que j'ai appris l'italien. Parce que la vie était vraiment, vraiment cool là-bas et que c'était... Enfin ouais, franchement... Parce qu'on mange bien, non? Franchement, honnêtement, c'est fou, mais j'ai vraiment appris à aimer les légumes là-bas. Parce que moi, j'ai été un peu trop... Enfin, mes parents, ils étaient toujours au régime. Ils sont toujours au régime, d'ailleurs. Et du coup, on a mangé beaucoup de courgettes vapeur. Et je recommande pas du tout la courgette vapeur. Sans huile, même. J'exagère, mais j'exagère pas complètement. Et en fait, quand je suis arrivée en Italie, que j'ai découvert que ça pouvait se cuisiner avec goût, bah oui, forcément, en fait, tout devient bon, quoi. Donc, déjà, ça m'a appris ça.
Et c'était vraiment pour moi la Dolce Vita. Enfin, j'étais plus grande, un peu plus mature, un peu mieux installée dans ma vie et tout. T'étais où en Italie déjà ? J'ai été à Piacenza, qui est une toute petite ville à côté de Milan. Ok. Et donc là, pour le coup, j'ai réussi mon objectif qui était de pas me retrouver à Milan et de pas du tout me retrouver dans des contextes Erasmus. Et en fait, la ville était était petite, encore plus petite que Reims. Et donc, en fait, il y avait vraiment genre les 2 bars dans lesquels on allait tout le temps. Il y avait une boîte de nuit dans le centre qu'on fréquentait. Tu connaissais suffisamment vite les gens. Enfin, tu vois, moi, je connaissais le mec qui me vendait du jambon, mon boulanger. Enfin, c'est génial. Et du coup, tu vois, tu peux créer un petit lien avec eux, ce qui fait que t'as une conversation. Tu vois, c'est pas comme dans une grande ville où en fait t'es un anonyme parmi des milliards et que du coup t'as pas. Enfin, bien sûr que tu peux créer ces liens-là, mais c'est peut-être un peu plus difficile. Oui, puis tu restes souvent entre expats et tout, alors que. Ouais. Exactement. Et là, au début, moi, de l'expérience en Italie, c'est que ça se passe comme ça. On restait que entre étrangers. Et moi, j'étais là, mais là, on baragouine un mauvais italien mélangé à de l'anglais, toujours avec les mêmes personnes tous les week-ends. Mais moi, je me casse, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et là, l'Univers, qui est un grand partenaire de vie, un jour, en sortant d'une soirée, du coup, donc avec ce même groupe d'internationaux, parce que nous, notre école faisait partie de ce réseau. Donc, il y avait des Mexicains, des Allemands, des Américains, des machins. Et un mec se pose sur le porte-bagages de mon vélo. Et en fait, c'était un Italien qui parlait français. Sa meuf était française. Donc, il parlait vraiment genre super, super bien français. Et en fait, il habitait en coloc avec 2 autres Italiens. Et j'ai passé ma vie avec eux. Enfin, vraiment, j'ai traîné avec eux. Et en fait, au début, je comprenais. Enfin, je parlais vraiment les bases d'italien, mais j'étais pas du tout capable d'avoir une conversation. Et en fait, j'ai tellement traîné avec eux. Ils fumaient des joints aussi. C'était un très bon argument pour aller chez eux. Et en fait, j'ai passé tellement de temps à vraiment juste glander et à comprendre peut-être 20% de la conversation qu'en fait, au bout de 4 mois, en rentrant à Paris en décembre de la première année, je parlais déjà un peu parce que je les écoutais tellement que ça m'a aidé, quoi. Ouais. Chose que je pense que j'aurais pas pu faire à Milan aussi, parce que tu vois, eux, ils étaient tous les 3 pas chez leurs parents. Oui, c'est clair. Donc, t'as aussi un contexte de vie qui était vachement, du coup, similaire à celui de Reims, que j'avais beaucoup aimé. Ouais, ils étaient ouverts à la rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre amoureuse avec un Italien, justement ? Alors moi, dans ma tête, des milliards. Enfin, je veux dire, pléthore. Non, non, je suis sortie avec un Allemand. Ah, est-ce que ça t'a fait apprendre l'allemand un peu ? Non, pas du tout. Non, mais non. Bon, après, non, pas d'histoire amoureuse à ce moment-là en Italie. Après. Ok. Et du coup, à l'Italie, c'était trop bien. Donc moi, j'ai fait mon stage à Rome. Et après, à Rome, j'ai dit, en fait, je peux pas rentrer à Paris. Donc, je vais essayer de trouver un travail ici. Et attends, c'était quoi ton stage, du coup, à Rome ? Mon stage était en production télé chez Fremantle Media. Ah, génial ! En vrai, c'était super cool. J'étais giga pistonnée par papa. Parce qu'en fait, personne n'avait besoin de stagiaires. Enfin, c'était pas du tout une époque... Voilà. Mais du coup, un copain lui a rendu cette faveur. Et moi, ça m'a permis d'aller à Rome et non pas à Milan. Parce que je voulais pas du tout aller à Milan. J'aimais pas trop la ville. Alors que Rome, j'y suis allée pour l'entretien et j'étais là, c'est ici que je vais habiter, c'est sûr. Et donc, j'ai fait ce stage de 6 mois. Tu faisais quoi exactement là-bas ? J'étais censée être assistante du mec qui faisait des placements de produits. Et encore une fois, là, c'est pas le complexe d'infériorité qui parle, je te jure, c'est la vérité. J'étais une quiche, quoi. Et en fait... Après, t'es en stage, c'est normal de commencer sans savoir, quoi. Je suis en stage et j'avais pas trop de cadre pour ma défense, mais j'aurais pu mieux faire. Enfin, j'étais vraiment toute seule dans un bureau, je glandouillais. Enfin, j'aurais pu avancer, j'aurais pu faire des choses, voilà. Et donc, ce stage, après, j'ai fait quelques truc qui était très chouette et ça m'a appris le placement de produits. Là, c'était placement de produits dans les émissions, c'est ça ? Ouais, dans les émissions de la boîte de prod, donc The Apprentice italien à l'époque. Il y avait un cours de cuisine, des trucs comme ça. Donc non, en soi, c'était cool. Et ça me plaisait beaucoup. Enfin, tu vois, c'était un truc... Enfin, c'était pas un stage... Enfin, le sujet, en tout cas, me faisait marrer, donc j'étais contente de faire ça. Et après, du coup, je voulais pas du tout rentrer à Paris. Et je sortais avec un mec à l'époque dont la mère travaillait au Programme alimentaire mondial. Waouh. Ouais. Et donc, pareil, par méga piston, parce qu'en vrai, là-bas, tu peux rentrer que comme ça. J'ai chopé un stage et un volontariat, donc j'ai bossé là-bas 1 an. Ouais, c'était où ? C'était à Rome. À Rome aussi ? Rome, il y a les 4 sièges des principales onusiennes autour de l'alimentation. Ah, je savais pas. Donc, t'as la FAO, le PAM, l'IFAD, et la 4e, je me souviens plus ce que c'est. Comment ça se fait qu'ils soient tous à Rome ?
Excellente question. Un peu comme d'autres sont en Suisse ou autre. Je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est un monde à part. En fait, j'ai beaucoup de respect pour le travail des gens sur le terrain, parce que je pense que déjà, ils font des choses qui sont potentiellement très, très, très utiles et qui sont pas aidés par les headquarters, quoi. Parce que moi, du coup, j'étais aux headquarters. En fait, les headquarters, c'est des fonctionnaires très payés qui, beaucoup sont là pour l'argent et perdent un peu de vue l'objectif de leur travail, je trouve, en tout cas. Des gens avec qui j'ai pu discuter, c'est pas le cas de tout le monde du tout, mais certaines personnes, en fait, ils ont des avantages. Et c'est vrai que quand ils sont déconnectés. Je pense qu'ils sont un peu déconnectés. Et puis, c'est vrai que quand tu fais le parallèle entre... genre, moi, à l'époque, quand j'allais, ils avaient une campagne de pub qui disait $1, $1 meal. C'était pour créer des programmes d'alimentation dans les écoles. Donc, le truc est facile à comprendre. Tu dis, voilà, t'as $1, tu payes un repas pour un enfant. Bon, bah, $20, 20 repas. Si tu veux te donner $30, tu nourris un enfant pendant un mois. Et ça marchait hyper bien. C'était trop cool. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, OK, bah, je vais organiser une soirée pour qu'on lève des fonds pour ce programme-là. Comme ce que tu faisais à Reims. Un peu comme ce que je faisais à Reims. Sauf que là, j'étais toute seule et que du coup, j'ai pas été au bout de ce projet. Mais j'ai tout. J'ai les flyers, j'avais tout rédigé et tout. Ouais. J'arrive pas à les jeter. Je les trouve trop chouettes encore. Mais... et bref, et donc, je vais enquêter auprès des gens de mon bureau qui gagnaient... en gros, donc, t'es très payé. Tu ne payes pas d'impôts. On t'aide parfois pour payer ton appartement, on t'aide pour payer la scolarité de tes enfants, on te paye des billets d'avion pour rentrer chez toi 1 à 2 fois par an. Il y a un duty free dans les locaux. Donc en fait, tu peux vraiment acheter tes clopes, voilà. C'est limite indécent, en fait. Quoi. Et encore une fois, tu dis $1 un repas. Donc en fait, vous enlèveriez mais 5% du salaire de ces gens-là. Et vous nourrissez... Vous donnez beaucoup de repas, quoi. Voilà. Après, bien sûr... Il faut se dire qu'il faut... En fait, leur politique, c'est d'attirer des talents. Donc, des gens qui sont archi compétents et qui font en sorte que l'entreprise tourne. Mais déjà pas à ce point-là. Ensuite, les onusiennes dans la food, elles se overlappent de fou. En fait, ça a cassé mon rêve sur l'humanitaire. Et je me suis dit, bon, bah non, je veux pas faire ça comme ça. Je trouve qu'il y avait trop d'argent qui était gâché. Et oui, je pense que c'est hyper chouette de faire vivre correctement les gens sur place. Mais en fait, quand tu gagnes ces salaires-là, que tu connais le coût moyen de la vie en Italie, tu te dis, en fait, t'es dans une espèce d'opulence qui n'est pas nécessaire non plus. Tu peux très bien vivre avec un niveau de revenu correct et faire un job quali aussi. Et voilà, quoi. Ouais, et finalement, les valeurs de la boîte ne sont pas celles que tu imagines au début, quoi. Non, j'ai un peu déchanté. Mais, tout ce que j'ai toujours fait m'a appris des choses. Donc, c'était... Quelle grande sage. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que... Mais bien sûr. C'était tellement déceptif, mais bon, tu te dis, OK, en fait, c'est des choses comme ça de la vie. Du coup, il faut que je fasse autre chose, quoi. Du coup, moi, je sais que c'est pas OK avec moi. Et là, il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui pensait comme moi. Parce que c'est vrai que quand on parle dans les headquarters, déjà, t'en parles pas trop, parce que t'es un peu là... Tu trouves pas que t'es trop payé par rapport aux gens qui crèvent la faim Non, voilà. Donc t'évites. Et là, j'ai rencontré un mec qui me disait un peu la même chose et j'étais OK. Donc c'est pas moi qui déraille complet, c'est qu'il y a une vision un peu biaisée de leur réalité, quoi. Ouais, et dichotomique, quoi. C'est... Ouais, trop manichéenne presque. On va sortir tous les plus beaux mots. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était cadeau. Tous nos mots de plus de 3 syllabes. Du coup, après ça, tu te dis quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ma mère. La manager. La momager. La momager. Et en fait, donc là, moi, mon école, c'était 4 ans. Je fais cette année en plus en Italie. Ma grand-mère chérie d'amour décède pendant cette année en Italie. Et du coup, là, pour le coup, je me sentais un peu loin de ma famille. Du coup, c'était ma 3e année là-bas. Et je me sentais un peu déconnectée, tout ça. Je pense que ça manquait. Et surtout, maman me dit, rentre faire ta 5e année d'études parce que tu la feras pas quand t'auras... ça va te gonfler de te lancer dans la vie active et de devoir potentiellement y retourner un jour parce que cette 5e année d'études fera une différence dans la grille salariale des entreprises. Bon, OK.
Et donc là, je commence à regarder un peu les masters, etc. Mais je me rends compte qu'il faut passer genre le TOEIC, le GMAT, le truc. Et évidemment, j'étais hors délai. C'était pas accessible pour moi. Enfin, vraiment, le GMAT, je réouvrais des bouquins. Et j'étais là, on se comprend pas, vous et moi, donc on va arrêter cette relation ici. Parce que tu regardais quel master ? J'avais regardé des trucs à Lyon. Je regardais, alors, pas mal de trucs encore dans l'humanitaire. En fait, je savais pas du tout à ce stade-là ce que je voulais faire ou pas. L'humanitaire, j'étais pas OK de bosser dans des onusiennes, mais c'était un peu la seule clé que j'avais. Donc, je regardais ça. Et moi, j'avais fait ma thèse de fin de master sur... en gros, est-ce que l'entrepreneuriat social est une réponse à la RSE ? À l'époque, la RSE arrive. Donc, il y a des premiers trucs, des premières normes européennes, des premiers trucs dans les entreprises. Et j'entends parler de l'entrepreneuriat social. Et donc, je me dirigeais vers soit l'humanitaire, soit l'entrepreneuriat. Avec un peu, justement, cette dimension sociale et... Enfin, bref, cette dimension sociale. Point. Donc, dans les masters, en fait, je rentre à Paris un week-end. Je vais boire un café avec des copines, dont une qui me dit que l'ESCP, en fait, tu peux rentrer sur concours. Et que c'est un QCM. Je dis, bingo, enfin, un QCM, trop à m'apporter. Donc, je m'inscris au master en entrepreneuriat de l'ESCP. C'est le seul master où je me suis inscrite. Et du coup, j'ai fait ce concours. T'avais un QCM culture G, un truc, je sais pas, de langue, je me souviens plus. Et un oral ensuite. Et j'ai eu ce master par chance. Chance. Pourquoi par chance ? Je vais te dire pourquoi pas. C'est pas de la chance, mais bon. Enfin, franchement, on m'a rattrapé. Mais je te dis, l'univers et ma mère, franchement, sont deux personnes extrêmement importantes dans ma vie. En gros, donc je t'ai dit, ils m'ont éduquée en étant quelqu'un de poli et de respectueux. Voilà, c'est hyper important pour moi. Et donc, en arrivant le jour de l'oral du master, il y a une fille de l'année précédente. En fait, on devait faire les accueils. Enfin, quand t'es l'année en cours, tu dois faire l'accueil des nouveaux arrivants, etc. Okay. Et donc, il y a cette fille qui est là. Et je sais plus, je crois qu'elle galérait avec une machine à café ou un truc comme ça. Et je lui ai proposé de l'aide. Voilà, je lui ai dit, ça va, t'as besoin d'aide ? Elle me dit, non, ça va et tout. Tranquille, mais merci beaucoup. Et en fait, j'ai su plus tard que tous les autres étaient pas certains. Enfin, donc j'avais fait un oral avec des profs et un oral avec des étudiants. Et ils étaient pas certains sur mon profil. Mais c'est elle qui a dit... Non, mais il faut la prendre. En gros, genre, elle est sympa. Je pense que vous verrez, elle peut faire une diff dans le master, quoi. Ouais, j'appelle ça le karma. Hein. Ouais. Non, oui, ok. Et c'était pas prémédité. Enfin, tu l'as fait très naturellement. C'était pas prémédité. Et ça a changé ma vie pour le coup. Parce que à partir de ce master, qui est déjà la seule année de ma scolarité que j'ai jamais aimée, en fait, tout s'est enchaîné. Attends, c'est la seule année que t'as jamais aimé ? Ouais, de scolarité. Ah, c'est vrai ? Bah ouais, parce que je comprenais ce que je faisais, quoi. Ah. Donc en fait, c'était fascinant. Ah non, c'est la seule que tu as aimée. Que j'ai aimée. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu l'avais pas aimée. Non. Ah oui. Ah non, ouais. C'était l'année révélation, quoi. Tout était cool. Non, et donc voilà. Donc j'ai fait ce master et après, c'est le chapitre adulte de ma vie qui commence. C'est parti. Bah ouais. Est-ce que pendant le master, tu te dis, c'est bon, je vais monter une boîte, je sais ce que je veux faire et tout Non. Évidemment que je me dis pas ça. En tout cas, je sais que je kiffe. Et même la promo et tout, enfin, tout est chouette. Et je suis de retour à Paris aussi. Et après 5 ans, du coup... Et donc, c'est cool, je suis contente. Et dans un autre quartier, puisque du coup, les CP, c'est vers République. Donc, bref, tout est un peu nouveau, tout est cool. Évidemment, le concept du master, on va dire, c'était... On avait 6 mois de cours, et soit 6 mois de stage, soit 6 mois de création d'entreprise. Okay. Et les 6 mois de cours étaient vraiment... En fait, t'emmenais dans le chemin pour créer une entreprise. Donc, t'as une première phase au début de l'année sur... l'idéation, comment arriver à une idée, comment trouver une problématique à laquelle répondre avec une solution d'entreprise. Ensuite, tu affines, tu regardes la faisabilité économique, est-ce qu'il y a un réel besoin marché, etc. Et puis ensuite, tu arrives à aller potentiellement chercher des premiers clients, un peu te mettre en pratique pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Et donc, pendant ce master, moi, j'ai bossé sur différents projets. Et en fait, aux différents paliers, on va dire, tu pouvais arrêter ou continuer un projet. Okay.
Donc j'en avais fait un premier, toujours autour de la RSE, qu'on n'a pas continué parce qu'on était 2 profils trop similaires. Et en fait, rapidement, j'ai rejoint un copain qui avait un projet de stand de hot dog. Ah. Dont j'ai fêté les 10 ans ce mardi. Le stand? Ouais, Mais non. Il a pas un stand, il a monté une boîte, maintenant c'est un traiteur énorme. Mais ouais, il a fêté ses 10 ans, enfin 11 ans en réalité, mais bref. D'un projet commencé en master. Ouais, d'un projet commencé en master. Mais j'en ai plein, hein. Il y en a, je sais pas, je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 projets qui existent encore. C'est génial. Ouais, c'était fou. Et donc je rejoins ce pote, on monte ce stand de hot dog. Et en fait, la chance qu'on a eue, et c'est là où tout s'est un peu déroulé, c'est qu'en fait, c'était le 2013 et c'était le tout début de la street food à Paris. C'était le camion qui fume, il y avait quelques food trucks sur les marchés. Cantine California. Etc. Ouais, moi. Mais je le préférais, je crois. Ouais, ils étaient ouf quand c'est vraiment très très fort. Et donc voilà, et donc en fait, c'est le début de la street food à Paris, et donc je travaille sur ce projet avec ce pote qui, lui, à la base, voulait ouvrir un stand comme à New York. En fait, il voulait faire les sorties de boîte de nuit et les trucs comme ça. Et il voulait vraiment un hot dog à 4 balles avec une saucisse quelconque, un pain quelconque et machin. Mais c'est vrai, c'est marrant qu'il n'y ait pas ça à Paris, en France, quoi. Comment ça se fait ? Dans la rue ? Ouais. Alors, déjà, Paris, en fait, ce qui a arrêté les food trucks, c'est l'urbanisme. Ils ont dit, pour des raisons d'urbanisme, on veut pas qu'il y ait des stands, des food trucks partout. Ouais. Parce qu'en fait, quand ils ont ouvert les vannes avec, du coup, le camion qui fume, Cantine California, la brigade, etc., en fait, ils ont eu du jour au lendemain, mais de dossiers. Ouais, bien sûr. Et ils se sont dit, mais en fait, ça va envahir la ville. Donc, très vite, ils ont complètement coupé les vannes. Ah, je savais pas. Donc là, c'est limite, on n'a plus le droit. C'est limite, Ah ouais, c'est... du coup, fallait se démerder. Et donc, en fait... Je reviens sur ce point parce que moi, en fait, c'est grâce à ça, entre guillemets, que j'ai créé ma première boîte. Je bosse avec ce pote qui veut faire ses hot dogs. Et moi, à l'époque, du coup, je vois ce truc de street food et je lui dis, mais avec une autre amie, on lui dit, il faut que tu fasses un truc qui soit quali. Déjà parce que c'était quand même la tendance des produits artisanaux. Enfin, ça commençait vraiment à émerger fort. Et puis j'étais là, en fait, toi, dans le temps, c'est ça aussi qui va te faire durer. Donc tente de faire un truc quali. Et honnêtement, il a vraiment eu la qualité d'écoute parce qu'il aurait très bien pu dire, non, les meufs, c'est mon projet, je fais ce que je veux, voilà. Il a tenté le truc. Ma mère arrive encore. C'est là où ça ressemble beaucoup à ma séance chez ma psy, ce putain de podcast. Et en fait, à ce moment-là, donc, il bosse sur son hot dog quali et il y a une expo sur l'architecture au Palais de Chaillot autour de la street food. Et il y a un concours d'architecture où on a demandé à des étudiants de construire un centre de street food qui sont exposés. Donc, c'est les lauréats ont eu la bourse pour vraiment créer leur stand. Okay. Et donc, les lauréats sont exposés au Palais de Chaillot, donc musée de l'architecture. Ma mère va voir cette expo parce que, tu vois, Enfin, je sais pas si c'est une curiosité de sa part ou si c'est parce que c'était lié un peu au projet qu'elle s'est dit, tiens, dans le fond, pourquoi pas. Elle va voir cette expo et elle me dit, Olivia, il faut que tu y ailles. Donc, elle me retraîne avec elle. Et elle se refait l'expo juste pour que je puisse voir. Et effectivement, je vois l'expo, je vois les stands. Et en fait, j'étais là, waouh, mais en fait, c'est génial parce que du coup, c'était des stands hyper créatifs qui avaient tous, en fait, dans leur conception, un type de concept à proposer. Et donc là, je redis à mon pote de master, je lui dis, il faut que absolument que tu viennes à l'exposition. Il va à l'exposition et là il y a un des stands qui lui tape dans l'œil, et sauf qu'en fait lui c'est un ingénieur qui avance, et donc il a contacté les mecs qui ont créé ce stand, qui du coup et en fait ils ont fait un partenariat, et donc en fait nous on vendait les stands, enfin on vendait le hot dog via ce petit stand qui est hyper mobile, hyper mignon, machin. Et grâce à ça, les mecs qui avaient créé le stand, qui était archi à la base, ont monté une boîte de ces stands-là. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. En vrai, c'est assez ouf. Tout ça grâce à ma mère. Ouais, non mais c'est dingue. Ouais, mais c'est les étoiles qui s'alignent. Ouais, beaucoup. Mais ça me donne trop envie de voir le stand, du coup. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, là ? En fait, il est assez petit. Je pense qu'il doit faire grosso modo la longueur de la table. Et en fait, si tu veux, c'est 2 diables qui s'opposent et sur lesquels tu viens juste rajouter une planche au milieu. Et ce qui fait que quand tu le déplies, en fait, tu remets tout sur tes diables et tu repars en roulant. Ah oui, donc c'est ultra mobile. C'est super mobile. Ça peut s'installer en intérieur comme en extérieur. Lui, avec ses hot dogs, il n'y avait pas de question de cuisson, etc. Et donc, à ce moment-là, le marché de la street food se ferme un peu sur la voie publique.
Et donc, en fait, augmente en parallèle le besoin d'aller vers le secteur privé et de, du coup, trouver des solutions. Donc, l'événementiel. Donc, lui, après, Antoine, du coup, donc cet ami avec qui a fondé Dad Hot Dogs, du coup, qui est enfin, maintenant, c'est Dad Street Food, il a élargi son panel, voilà. Mais à l'époque, Dad Hot Dog, en fait, son stand, il pouvait aller partout en intérieur. Il était petit, donc tu pouvais même le mettre dans un ascenseur classique. Ah, c'est dingue. Et donc, en fait, on pouvait faire de l'événementiel n'importe où. Et pour la cuisson, comment il faisait? C'est des bains-maries. En fait, ouais. les saucisses, tu fais cuire à l'eau, ouais. Et le pain est pas toasté. Et le pain, on a un toaster, si. Oui, T'avais un toaster, mais c'est pas chiant. Enfin, tu vois, ça sent le pain grillé. Non, c'est clair. Tu fais pas fondre ton cheddar qui te... C'est vrai, c'est du bain-marie, la saucisse, quoi. Bah, c'est pas du barbecue, quoi. Non, et tous les autres ingrédients, c'est préparé en amont en labo. Enfin, à l'époque, chez nous. Mais du coup... Ah non, mais... Et vous aviez bien sourcé le pain et tout Bah, on a fait le tour des boulangeries. On a monté ce projet-là. Alors après, bien sûr, lui, il est allé voir d'autres fournisseurs, etc. Mais nous, les premiers projets qu'on a fait, on a démarché des boulangeries. On goûtait... On voyait ceux qui étaient OK de nous faire des pains hot dog un peu spécifiques, dans des quantités spécifiques. Mais lui, il a commencé avec le boulanger de la rue Oberkampf, qui était juste à côté de l'ESCP. Et pendant un petit moment, en tout cas, lui faisait ses pains hot dog au début, jusqu'à ce que vraiment il grossisse, il veuille un peu, revoir le process et assurer la stabilité. Donc ça, effectivement, tu passes par des prestataires particuliers. Mais c'est dingue, tout ça dans le cadre de ton master, quoi. Ouais. C'est tellement bien. C'était trop stylé. Et donc, à la fin du master, donc on pouvait continuer. Donc en fait, au début des 6 mois soit de stage pour faire de l'entrepreneuriat, soit de création d'entreprise, ce pote me dit, écoute Olivia, moi je vais pas continuer à travailler avec toi. Elle dit, déception. Okay. Écoute, il me l'a tellement dit franchement que ça m'a fait un peu comme un pansement. Et en fait, on est vraiment restés hyper potes. Et je sais pas, alors c'était pas agréable, je vais pas mentir, mais non, je l'ai pas mal pris. Et puis ça correspondait vachement avec qui j'étais à l'époque, quoi. Donc j'étais vachement dilettante. Et au moins c'est clair, quoi. Oui. Ah ouais, c'est clair, net et précis. Mais sauf que du coup, moi j'ai fait beaucoup d'extras avec le début, donc moi j'ai vendu beaucoup de hot dogs, voilà. Autre hasard de la vie, c'est que, et ça c'est, en vrai c'est un de mes meilleurs souvenirs de taf, c'est en fait donc le stand qui avait gagné ce lauréat de design a été appelé à la foire de design à Milan. Et donc un de nos premiers services, on était invités sur une espèce de food market à Milan, en parallèle de la foire du design, avec plein d'autres stands hyper originaux, avec des concepts design, etc. Génial. Et donc, comme moi, je parlais italien, parce que 3 ans en Italie, du coup, on est parti à Milan. Et donc, moi, je suis partie avant lui, j'ai été trouver des fournisseurs, etc. Attends, toi qui voulais pas aller à Milan. Ouais, c'est clair. Moi, là, c'était 4 jours. En vrai, j'ai survécu. Et donc, on a fait des hot dogs pour la première fois, vraiment en format grand public, etc., tous les deux, à cette foire de Milan. Et du coup, donc Antoine, le fondateur de la boîte aujourd'hui, qui est DG de Fleur de Mai, qui a vraiment une ascension professionnelle magnifique, a pendant 3 jours fait des hot dogs sans parler un mot, parce que du coup, il ne comprenait pas l'italien, tout seul. Donc moi, je prenais les commandes, et vraiment, lui, il est hyper grand, en plus, il était tout plié comme ça sur sa table et tout. Enfin bref, j'ai Dieu merci des photos papier de ce moment, parce que comme ça, elles ne se sont pas perdues. Et ouais, c'était notre premier truc et on s'était fait éclater, quoi. Et donc, on cuisinait, on coupait nos tomates cerises dans la cuisine chez ma pote. Enfin bref. La vie, la vraie, quoi. Génial. Ouais, c'était cool. En vrai, c'était super cool. Et ce qui était trop bien, c'est que... ce que j'en ai retenu pour la suite dans l'entrepreneuriat, c'est que moi, j'ai besoin de faire les choses pour les comprendre, pour ensuite pouvoir les organiser pour d'autres personnes. Mais si je fais pas moi... je sais pas comment demander aux gens de le faire, quoi. Donc moi, j'ai besoin de cette partie vraiment très, 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 très terrain. J'en ai besoin aussi parce que c'est ce que je préfère, mais Et ça te donne cette légitimité aussi de demander aux autres, quoi. Légitimité, tout de suite, les grands mots. Sorry. Non, je rigole. Je le perçois pas comme ça, du coup. Mais ça me permet de correctement expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Et de l'organiser, surtout. Ok. Et donc voilà. Et donc en fait, il me dit qu'il veut pas bosser avec moi. Le marché de la street food monte. Les voies publiques se ferment. Et donc là, je monte ma première boîte, qui est une boîte spécialisée dans l'événementiel autour de la street food. Donc en fait, si tu veux, moi, j'étais comme agent commercial pour des food trucks. Ok. Il y avait une autre boîte qui faisait ça à l'époque, qui existe encore, qui s'appelle Les Camionneuses. Ah, mais oui, je vois très bien. Voilà.
Il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus qu'elle. Que je sache. Ok. Je sais qu'elles existent encore. Enfin, on m'a parlé de leur labo il n'y a pas longtemps. Ah, donc, ouais. Voilà. Et du coup, on a commencé à faire ça avec une boîte qui s'appelait Giromela. Et du coup, j'ai bossé avec Antoine, mais sur mon autre boîte. Donc, ça consistait en quoi exactement ? En fait, c'était vraiment une agence événementielle, c'est-à-dire que les gens qui voulaient avoir un centre de street food sur leur événement nous appelaient, et nous, en fonction du budget, du brief, des caractéristiques du lieu, etc., on avait une liste de différents partenaires qu'on avait démarchés du coup, et à qui on proposait les événements. Et donc, comme en plus à l'époque, eux, ils faisaient des trucs artisanaux, pas chers, etc., en fait, nous, c'était l'entreprise qui nous sollicitait, qui nous payait finalement. Okay. Et donc, nous, on les bookait sur une prestation, et ensuite, on les envoyait sur un événement. Et donc toi, t'étais pas sur les événements ? Si, parce qu'il fallait les installer, s'assurer que ça allait. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a agrandi les services qu'on proposait, donc jusqu'à proposer du bar, du service, agrémenter, si tu veux, l'offre avec des offres traiteurs aussi un peu plus classiques, pour, genre, en marge d'un stand, avoir aussi des buffets pour éviter l'attente ou des choses comme ça. J'ai pas petit déjeuner, j'ai mon ventre qui gargouille de ouf. Et ça va s'entendre. Voilà. Non, le micro l'entendra pas. J'avais faim, on m'a pas nourri. Libérez-moi. Je prendrai un petit déj la prochaine fois, t'as raison. Bon, tu rigoles ou quoi ? Honte sur moi. Non, honte sur moi qui sais pas bien gérer. Mais c'est bien qu'on parle de bouffe, parce que justement, je voulais faire une petite pause là-dessus. On n'a pas du tout parlé de ton rapport à la bouffe et de ton attrait ou ton intérêt pour ça jusqu'à maintenant, alors que là, tu commences à mettre bien les pieds dedans. Mon rapport à la bouffe, c'est beaucoup l'Italie, pareil. Parce que avant ça, en fait, du coup, chez moi, j'ai vraiment une vision de la nourriture qui est non seulement... qui est plaisir, mais c'est pas non plus central. Et surtout qui est vachement axé autour de... En fait, la nourriture, ça te fait grossir. Ah, c'est dingue. Hein. Donc, moi, j'ai ce rapport-là. Et en plus, c'est super déséquilibré dans tous les sens. Mais ça vous a pas créé, justement, des traumas ? Oui. Pléthore. Enfin, je veux dire, évidemment. Ouais, si. Et du coup, tu te trouves toujours gros et nanana. Donc, en fait, la nourriture et moi, mais jusqu'à là, hyper récemment, ouais. J'adore ça. C'est essentiel et vital et c'est un vrai plaisir. Ouais. Mais c'est nouveau de me dire que tu peux allier plaisir et alimentation normale. Parce que c'était toujours dichotomique. Encore une fois, soit tu pousses à l'extrême et c'est délicieux, c'est gras et tout. Moi, j'adore tout ce qui est burger, les frites, c'est mon truc préféré au monde. Enfin, voilà. Ou alors c'est une petite salade parce que ça a un objectif minceur, tu vois. Trop compliqué. Alors qu'en vrai, non. Enfin, et du coup, l'Italie m'apporte ces premières bribes de réflexion en fait, ça peut être super sain et délicieux. Vraiment, non. Ah, grave. Donc non, ce rapport à la nourriture, il est plutôt compliqué. Ok. Ouais. Et est-ce que quand tu as aidé Édouard sur le hot dog et ensuite que tu crées tout ça, est-ce que ça te faisait plaisir de mettre le doigt sur ok, je peux travailler autour de la bouffe et tout ça, je kiffe, ou ça aurait pu être des hot dogs comme ça aurait pu être des canapés, quoi. Alors déjà, c'est ouf. Le mec en question, il s'appelle Antoine, mais Édouard... Non, t'inquiète. Édouard, c'était son associé qui était mon co-délégué de master. C'est ouf. Écoute, je l'ai vu dans l'espace. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Est-ce que tu avais envie de bosser dans la bouffe ? J'avais envie de bosser dans la bouffe parce que du coup, ce que j'ai pas raconté dans mon parcours, c'est que à mes 15 ans, j'ai demandé une dérogation à mes parents pour bosser dans le bar d'en bas. Et donc, en fait, j'ai gardé ce petit boulot-là dans les restaurants, les bars, etc. de mes 15 ans jusqu'à ce que je revienne à Paris pour le SCP. Ah ouais. J'ai toujours bossé en parallèle de mes études. Pareil, mes grandes sœurs le faisaient, donc il fallait que je le fasse. Et ce bar en bas de la maison, je trouvais ça trop cool. Et les filles ont fait de la vente et tout. Et moi, Julie a travaillé dans les bars, Laura a fait de la vente, mais ça avait l'air d'être horrible. Et moi, j'étais, ça a l'air cool. Et je sais pas, le mec était sympa. Et donc, j'ai toujours bossé là-dedans. Et à 15 ans, tu pouvais servir de l'alcool ? Alors, dans le bar où je travaillais, oui, parce que c'était vraiment genre l'anarchie complète. Ils s'en foutaient. Mais j'avais un mot écrit de mes parents comme quoi ils étaient OK pour dingue. Que je travaille, quoi. Et du coup, donc, j'ai toujours bossé là-dedans. Donc, je pense que c'est ça, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est de retrouver un peu
ce truc de t'es pas derrière un ordi toute la journée. Ouais. Ça, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et donc, dans la bouffe, le fait de préparer des événements, tu vois, je sais pas, à 15h, tu t'en vas pour ton événement qui va commencer à 19h. Et bon, donc ta journée d'ordi, elle est limitée. Et ça m'allait bien. Et de voir du monde et tout. Et de voir du monde, et tu parles avec des gens, et tu travailles, mais t'es debout en jean basket. Ouais, et t'es dans ton élément. Ah. Voilà. Et tes soucis, c'est trouver pourquoi l'électricité a sauté, quoi. Ça, j'aime bien. Ok. Ouais. Bon, donc on revient à... tu montes cette boîte d'agent commercial. Je monte cette boîte d'agent commercial avec une fille de mon master. Et chance, parce que, encore une fois, toute seule, j'y serais pas arrivée. Je suis pas du tout... Enfin, toute la partie admin, réglo, c'est traumatisant. Et donc, elle est venue et elle m'a épaulée là-dessus. Donc, on a monté ce projet toutes les deux. Et du coup, on a fait 5 ans de ça. Et sauf qu'en fait, au bout de la première année... Ah non, donc ça, on monte en 2014. Été 2014... Ouais, été 2014. Moi, je travaillais en plus, je faisais de l'événementiel à la Javel pour gagner un peu de sous parce qu'on se payait pas. Et en fait, en bossant là-bas, donc la Javel qui était une guinguette dans le 15e, en bossant là-bas, je recroise un ami d'amis du lycée qui avait ouvert un food truck. Ah, voilà. Incroyable cette promo-là. Mais qui était, lui, dans un autre lycée, enfin, qui était dans le 15e, mais qui était genre le mec d'une pote, enfin bref, que je voyais de loin. Quoi. Mais on se connaissait. Et il a un food truck, et donc on se retrouve plusieurs fois à cette guinguette. Et en fait, on regardait ça vraiment avec les yeux de l'amour, quoi. C'était trop bien, la Javel. Déjà, c'était un truc qui, dans l'Ouest parisien, était détendu, sympa, rigolo, pas m'as-tu vu, enfin... rien de ce qu'on connaissait à l'époque. Donc, ça change. Ouais, trop cool. Et c'était vraiment la gigateuf. Et c'était une boîte de prod qui avait monté ça, avec d'autres mecs qui avaient ouvert ce même principe à Tours. Et voilà, et donc en fait, on regardait ça, on trouvait ça trop cool. On adhérait peut-être un peu moins avec la philosophie des patrons. Et donc Lucien, donc ce mec que je retrouve qui avait monté son food truck, me dit, bah écoute, viens, on regarde si on trouve pas un truc pour faire notre lieu à nous, quoi. Mais non. Si. Et donc un jour, on devait se retrouver pour aller faire un tour en scooter. Finalement, je sais pas pourquoi je peux pas y aller avec lui. Il y va quand même. Et 1 an après, on reparle de ça et il me dit, mais si, mais j'avais trouvé un mec d'une péniche qui était OK pour qu'on lui présente un dossier. Et je lui dis, mais tu me l'as jamais dit, en fait. C'est pas vrai. Ouais, si. Donc, un an après. Ouais, non, mais vraiment 1 an après. Et je dis, bah, go, enfin, rappelle-le, vois si c'est possible, et on présente un dossier. Et on présente un dossier, et on ouvre le bar à papa. Je la fais. Vraiment, elle est très courte, parce que je suis hyper bavarde, j'aurais bien des trucs à raconter. Mais on a le temps. C'est comme ça que, ouais, il s'est passé plein de trucs. Ah, mais raconte. En gros... Attends. Non, je rigole. Check du micro, check. En gros, donc, ce qui se passe en parallèle de ça, l'univers, again. L'été 2015, mon grand-père décède, et mon grand-père décède en Italie. Parce qu'il était parti à 96 ans faire un tournoi de bridge qu'il a gagné. Et en fait, il a fait un malaise genre cardiaque ou quoi, et il est décédé dans la foulée. Donc, à la finale, il a gagné et il a fait un malaise à ce moment-là. Alors, c'est des tournois, donc tu as différentes étapes, machin. Donc, lui, il avait remporté celle à laquelle il avait participé. Et donc, il est hospitalisé à Domodossola en Italie. Donc, ça, c'est en 2015. Et donc, moi, je vais avec mon père. Mon père, donc, on l'appelle pour lui dire qu'il a fait un malaise. Donc, on est le 15 août, enfin, on est le 10 août. Moi, j'ai pas trop de taf. Et je dis à papa, écoute, je t'accompagne, on va en Italie. Comme ça, je t'aide avec la langue, quoi. Donc, on fait ce voyage-là. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de assez dur, avec qui on s'entendait pas très bien. Enfin, on n'était pas très proche de lui, à l'inverse de mes grands-parents, enfin, de ma grand-mère maternelle, de qui on était genre complètement zinzin, c'est la meilleure personne du monde. Mais mon grand-père paternel, il était hyper froid, il écoutait pas quand on lui parlait, il s'intéressait pas trop à nous. Bon, bref, pas de grands intérêts, mais bon, quand même, mon grand-père. Et donc, j'accompagne mon père là-bas, et mon grand-père décède le 14 août.
Et moi, je devais en plus partir en Slovénie en vacances avec des potes. Bref. En fait, le décès de mon grand-père, je raconte ça parce que c'était quand même un peu chelou, tu vois. Ça arrive en Italie, encore. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc qui revient. Du coup, j'ai accompagné mon père. J'ai passé 7 semaines avec lui autour du décès de son père à lui, qu'il a toujours admiré et tout. Et j'avoue, ça, c'était un moment assez particulier. Et j'étais toute seule avec mon père, ce qui était assez rare à l'époque, tu vois, parce que si on faisait des vacances, c'était toujours en famille. Enfin, tu vois, j'avais pas trop de... Et ta mère et tes sœurs vous ont pas rejoint à ce moment-là? Non, on savait. Alors, on n'était pas autour de son lit de mort, en fait. C'était pas du tout. Il avait fait un malaise, il était à l'hôpital en Italie. Mais en fait, ses conditions se sont très légèrement dégradées au fur et à mesure. Et en fait, nous, on pensait le rapatrier en France. Donc, on galérait pour les démarches pour ça, et parce que l'assurance disait non, en vrai, il est trop fragile. Donc, nous, on essaie de pousser un peu pour dire non, enfin, on sera quand même mieux là-bas, en se disant on va pas rester des mois et des mois en Italie. Et il n'était pas question de le laisser tout seul à l'hôpital. Et en fait, il est décédé le 14 août. Et donc là, pareil, tu vois, encore une fois, l'univers, quoi. Moi, je devais rejoindre mes potes en Slovénie, qui est un pays donc frontalier avec l'Italie. Il me décède le 14, sachant que le 15, c'est Ferragosto en Italie, tout est fermé. Enfin, comme le 15 août en France, quoi, qu'on connaît. En Italie, vraiment, c'est ciao, bye. Tout le monde est à la plage. En plus, là, c'était sur un long week-end, bref. Et il décède le 14. Du coup, dans la journée, il y avait une personne d'une entreprise de pompes funèbres. Barbara, elle s'appelle. Ouais. Tu sais, il y a des trucs... J'ai une mémoire de merde, mais alors, j'ai des épisodes comme ça. C'est fou. Et donc, Barbara, en fait, avait toutes les démarches en express avec nous le 14. Elle nous avait pris en sympathie et elle a tout fait avec nous. Et du coup, donc, moi, j'ai fini les papiers avec mon grand-père. Et ensuite, je pars en Slovénie, en train, rejoindre mes amis. Mais tout ça dans la foulée. Enfin, bref. Tout ça est très chaotique. Mais tu vois, tout est orchestré. Enfin, moi, ma croyance dans la vie, c'est que j'ai une étoile qui, elle taffe. Mais vraiment, genre, elle se démène pour moi et elle est forte. Et je lui dis merci, de temps en temps, parce que je suis obligée de reconnaître que... Waouh, quoi. Enfin, trop forte. Elle est trop stylée. Ouais, tout s'enchaîne comme ça. Et sauf que du coup, donc, mon père hérite de son père, qui du coup, lui, avait hérité de l'entreprise de son père. Voilà. Et donc, il hérite de sous, en fait. Et quand nous, on créait la boîte, à la base, on partait avec des business angels. Voilà, sauf qu'en fait... Pour le bar à papa? Pour le bar à papa. Ouais. Et sauf qu'en fait, avec les business angels, ils avaient une clause comme quoi, au bout de 5 ans, on était contraints de racheter leur part. Mais bref, pour la structure de la boîte, le deal, nous, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fonds de commerce ou quoi. Et donc, en fait, c'était un risque financier trop fort de s'engager sur un rachat. Potentiellement, on allait liquider la boîte parce qu'on devait racheter les parts des mecs qui étaient des yeufs de 70 piges. Enfin, bon, t'as un peu la jambe. Bon. Et c'était un no-go pour eux, quoi. C'était, soit il y avait cette clause, machin. Donc, on a... C'est plus trop des angels à ce niveau-là. C'est moins des angels. C'est clair. En fait, c'est juste des gens qui ont de l'argent. C'est clair. Qui font du business. Et qui font du business. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose. C'est des businessmen, tout simplement. Et donc, en fait, le deal avec ces business angels, sachant que l'ensemble de l'économie du bar à papa reposait sur ce deal, on n'avait pas du tout fait de love money ou quoi. Et en fait, l'ensemble, donc le deal repose le bar à papa repose là-dessus. On arrête ce deal en se disant, là, en fait, on va pas y arriver. Et donc, parce que mon grand-père était décédé, mon père a pu nous aider avec une somme d'argent plus importante. D'autres personnes de Love Money, etc., nous ont rejoints aussi. Et du coup, mais ça, c'était peut-être à 3 mois de l'ouverture. Enfin, je pense qu'on a fait le tour de table. En janvier, on arrête tout. En février, du coup, on repart sur de la Love Money, sur des nouveaux pactes d'actionnaires, de machin. En avril, on ouvrait le bar, quoi. Ah ouais. Et en parallèle, t'étais toujours agent commercial ou... Et en parallèle, on était toujours agent commercial. On recrutait notre première salariée à l'époque. Donc, nous, on se payait pas, mais on la payait elle. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, le bar, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on faisait tout. Déjà parce que moi, c'était la première fois que j'étais manager de quoi que ce soit dans un bar. Donc, en fait, je savais pas ce que je faisais. J'avais 24 ans... 25, j'avais 25 ans. J'avais pas du tout eu de poste de responsable de quoi que ce soit avant, mais comme, encore une fois, ce que je te disais, l'insouciance. Ouais. Franchement, je me rendais pas du tout compte de ce dans quoi je me mettais, mais je sais pas, c'était accessible, fallait faire du bar, j'aimais bien ça, enfin... Ouais, tu fais les choses, quoi. T'as jamais eu cette peur? T'as jamais eu des doutes? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, ça, c'est la partie sur laquelle je suis un peu préservée, mais...
Tu vois, quand ça m'a fait ça avec le Mazette, les gens étaient un peu là, genre, Olivia Careful, quand même, l'insouciance et le. Là, c'est pas loin d'être de l'inconscience, en fait. Oui, mais comme quoi, ça te réussit à chaque fois. Comme quoi, ça me réussit pas mal, ouais. Bah, c'est cool. Bon, après, encore une fois, je pense que c'est OK parce que je suis entourée de gens qui sont pathologiquement stables et que. Oui, non, vous êtes complémentaires. On est complémentaires, ouais. Et donc Barbapapa s'est fait comme ça, mais c'était le feu parce qu'on a commencé vraiment avec 4 containers sur un quai, des tables brasseries achetées chez Métro, une tireuse à bière, et qu'aujourd'hui, c'est une machine. En fait, on a amélioré d'année en année. Et comme on était beaucoup, beaucoup, beaucoup là, en fait, on sait de quoi on parle. Enfin, tu vois, on faisait les courses chez Métro nous-mêmes à la base. Vous avez tout fait. On faisait tout. Donc c'était Lucien et toi, c'est ça? Lucien, moi et Claire, du coup, mon associé de Jérôme, des food trucks. Et l'idée, donc, c'était quoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec le Barbapapa? On voulait refaire une guinguette sur les quais de Seine. On voulait faire un truc qui, à nos 25 ans, nous faisait kiffer, quoi. Donc une terrasse sur laquelle il y aurait de la musique, des bières pas trop chères, mais bonnes. En fait, pour nous, ce qui était important, c'était déjà proposer de la qualité. Parce que moi, venant de ce milieu... moi et Lucien, venant de ce milieu street food, et Claire aussi, d'ailleurs... et puis, tu sais, c'était vraiment... pas le début, mais c'était un peu le peak time, vraiment, des brasseries artisanales, de tous ces mini-projets et tout. Et en fait, c'était ça ce qu'on voulait proposer, quoi. Et puis moi, je revenais de l'Italie. En Italie, tout est fait de manière artisanale. Donc, tu as zéro envie de retourner sur des trucs trop indus et tout. Donc, toute la bouffe. On a un cocktail avec de la pastèque. On fait de la pastèque fraîche depuis 10 ans. Ouais, tous les trucs comme ça. Et ouais, juste proposer un truc qui soit sympa, pas prise de tête. Voilà. Et je sais pas comment, mais ça marche. Ça, c'est ce qu'on a créé. On a créé un endroit où tu manges et tu bois des trucs quali. Tu saurais pas dire pourquoi ça marche? Ça marche tout de suite? Non. La première année, d'ailleurs, c'est... Donc la première année, déjà, on ouvre fin avril. Je crois qu'on ouvre le 19 avril ou un truc comme ça. On ouvre beaucoup plus tôt que les années d'après. Le 1er juin, et je m'en souviendrai toute ma vie, 1er juin 2016, il y a une crue. Il faut démonter tout le bar. Ah là là. Mais nous, on arrive, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as quelqu'un qui me dit « Ah, ça le temps pour un 1er juin ». Ah, j'avais une visite professionnelle, donc à l'Opéra de Paris, un truc, bref, de fou. Et donc ça, c'était pour la boîte événementielle. Et donc là, ce matin-là, la veille déjà au soir, on avait commencé à démonter, voyant que la scène commençait à sortir un peu des canalisations, machin. Jusqu'à 2-3 heures du matin, on est en train de démonter. On se retrouve le matin, on constate que là, ça monte. On dit, allez, on démonte tout. Et pourquoi il faut démonter? Parce que sinon, ça risque d'être emporté par la Seine. Ah ouais. Et puis, t'endommages tout. Tu vois, si t'as des frigos qui traînent dans l'eau, ton frigo derrière, tu le rallumes pas. Oui. Ah oui, vous démontez tout ce qui est sur le quai, en fait. Ouais, mais nous, c'est sur le bateau, quoi. Le bateau, à l'époque, on l'avait pas. Ah, ok. On exploitait juste le quai. Ah, je pensais que vous aviez la péniche. Non, on n'avait pas le bateau du Barbapapa. Donc, en fait, d'avoir la péniche, ça vous permet d'avoir un espace de quai, c'est ça? Ouais, en fait, le propriétaire, il a avec sa péniche l'espace de quai qui est censé être un parking pour lui, mais que tu as le droit d'exploiter autrement sous réserve de validation. Ok, donc en fait, la péniche vous intéressait pas? C'est pas ça. Moi, je faisais de l'événementiel déjà beaucoup sur la péniche. Pas la première année, mais après. Mais la péniche, ça faisait même pas partie du truc, quoi. Je sais pas, on n'en parlait pas à ce moment-là. Ok. Pas la première année, je crois que la deuxième, oui, mais... Bon, j'ai un doute là-dessus. Bref. Et sauf que nous, en fait, on n'avait pas le choix que de tout enlever. Et en fait, je pense que... on s'est même pas dit, genre, oh, mais c'est pas grave, les assurances vont tout prendre ou quoi. Juste pour nous, il fallait que le matériel soit sauvé. Donc là, camion, tout débarque dans la minute. On charge tout dans les voitures, à l'arrache, on enlève tout. Et en fait, grâce à ça, on a pu réinstaller le bar environ 2 semaines après, je crois, un truc comme ça. Et on n'aurait jamais eu la trésor, en fait, de tout racheter. Tu vois, on venait d'ouvrir, on était rien ni personne, machin. Et donc, en fait, on a réouvert le bar parce qu'on a tout sauvé à l'arrache. Et donc, on est reparti. Et la première année, non, ça marchait pas très bien. Et juste à côté de nous, il y avait le Café Barge, qui à l'époque faisait des énormes teufs, notamment la Sunday ou des trucs comme ça. Et en fait, je me souviens, il y avait tellement de monde au Café Barge que la queue arrivait jusqu'à l'entrée du Barbapapa. Et nous, on avait vraiment 20 pecnos sur la terrasse. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que... pourquoi les gens viennent pas chez nous, mais qu'est-ce qu'il y a et tout.
Et je me souviens un soir, j'ai un de mes barman qui me ramène en scout chez mes parents, du coup, parce que j'habitais chez eux à l'époque. Et on avait fermé à 22h30 parce que la terrasse était vide, la mort dans l'âme, le truc d'à côté blindé, que tu savais plus quoi foutre des gens. Putain, je savais, le seum, quoi. Et en fait, il me dit, mais t'inquiète, Olivia, ça prend du temps. Tu sais, vraiment, je me souviens, j'étais écrasée contre lui, genre, ouais, ok, je suis deg en attendant, quoi. Ouais. Et en fait, il a eu raison. Enfin, en fait, c'est juste qu'on a continué à faire ce qu'on proposait et jusqu'à un jour où ça a très bien marché parce que les gens ont adhéré à cette idée-là de fête. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, moi, je suis vraiment la gardienne de l'âme du bar à baba. C'est-à-dire que on a réussi à trouver une espèce d'équilibre et ça a été... à une époque, plutôt des frictions avec mon associé parce que, par exemple, il trouvait que je changeais pas assez de DJ ou des trucs comme ça. Et moi, je me battais en disant, mais non, mais moi, en fait, j'ai une ADN si... donc, le bar à baba, c'est vraiment guinguette, quoi. Donc, on passe tous les tubes, aussi bien des années 70 que 2024, quoi. Mais, en fait, si tu as une atmosphère, c'est hyper intergénérationnel, c'est vraiment à la cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est des grandes tables, tout le monde se mélange. J'ai énormément de gens qui se sont rencontrés et mariés au bar à baba. Mais et non, ça, j'adore, bien sûr. Il y a eu des mariages. Oui, pas au bar à baba, mais des gens qui se sont rencontrés au bar à baba et qui sont mariés. Donc ça, c'est fierté ultime. Parce qu'ils étaient sur la même grande table et qu'en fait, tu vois, tu te parles et voilà. Et ouais, du coup, moi, pour le coup, vraiment, notre sécu, par exemple, c'est que des papas. Ils sont tout mignons, tout gentils. Et en fait, si tu veux, pour moi... un peu par hasard, sans vraiment le vouloir, on a réussi à trouver un équilibre. Et maintenant que, du coup, avec des années d'expérience, moi, je vois cet équilibre. Enfin, moi, je le vois très bien. Les agents de sécu, par exemple, du fait que ce soit un peu des vieux machins, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de testostérone. Ouais. Vraiment. Et donc, moi, je touche du bois, je n'ai pas de bagarre au bar à papa. J'en ai eu, mais j'en ai peut-être eu une dizaine en 10 ans d'expérience. Alors que chez les autres, il y en a beaucoup, c'est ça? C'est pas ça, mais c'est juste un bar qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes par soir. Tu te dis, la proba pour qu'il y ait une pêche qui parte, elle est relativement élevée. Ouais. Ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas ce truc de prouver, de bonhomme, de machin. On a eu bien sûr quelques épisodes, mais je te dis, ça se compte sur les doigts des deux mains en 10 ans d'expérience, quoi. Ouais. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui les tape. Je vois pas d'autre solution, je veux dire. J'ai trop envie de voir ça. Non, en plus, c'est vraiment un truc que je fais d'intervenir dans les bagarres sans problème. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pareil, on les calme, tu vois. Et moi, c'est mes agents de sécu, ils savent très bien. Oui, ils sont formés à ça. Toi, t'es formé à ça aussi ou je suis formée par le bon sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai regardé Coyote Girl, en fait, quand j'étais petite. Et tu leur mets de l'eau dans la figure. Tu leur mets de l'eau ou tu leur allez, je vous paye un verre. Ouais. Et... Non, en fait, il faut désamorcer les situations. Parce que, sans faire de la psychologie de comptoir, très souvent, c'est des incompréhensions débiles. Alors, il y a des gens avec qui tu peux pas du tout parler. Et maintenant, je n'ai plus du tout de scrupules. Enfin, avant, je pouvais parler des heures pour essayer de comprendre, de machin, etc. Aujourd'hui, parfois, il y a un connard qui est juste un connard. Bon, je ne vais pas perdre mon temps. En revanche, je ne rentre plus dans l'établissement et ciao, bonne nuit, quoi. Et à l'inverse, il y a des gens avec qui il faut désamorcer la situation parce que c'est une incompréhension, parce que, souvent, ça tient à rien. C'est ça qui est trop dommage, quoi. Et donc, il faut juste parler un peu aux gens, les calmer et voilà, quoi. Donc là, t'es toujours... Là, donc c'était il y a 10 ans, c'est ça que ça a ouvert? On a ouvert... Là, c'est notre 10e saison parce qu'on a ouvert l'été 2016. Donc l'année 0, on va dire. Ah ouais. Et donc là, vous êtes toujours tous les trois associés sur le bar à papa? Claire est partie du projet. Ok. Claire est partie du projet, donc maintenant on est Lucien et moi. Ok. Et tu y es souvent, régulièrement ou Alors, ça dépend des années, oui. Ouais, j'y passe quand même plusieurs fois par semaine. Après, c'est rare, là sur ces dernières années, c'était rare que je fasse une soirée entière. Mais là, c'est mon projet de cet été. De faire une soirée dans un établissement full. Parce qu'en fait, un service, c'est un petit chapitre. Et donc, en fait, c'est comme si... Tu vois, si je fais Bar à Baba Mazette, c'est comme si je lisais 2 bouquins en même temps, quoi. Ouais. Donc oui, ok, tu peux le faire, mais en soi, t'es pas vraiment dans l'histoire, t'es pas vraiment dans le truc. Et ouais, un service, ça se vit de A à Z en fonction de l'humeur de ton staff, en fonction de la météo, en fonction des clients que t'as en face de toi.
du jour de la semaine, de la programmation. Enfin, tu vois, t'as plein de mini-paramètres. Ouais. Et donc, en fait, ce que je faisais beaucoup avant, c'était passer de l'un à l'autre, ce que je peux toujours faire s'il y a des besoins. Mais c'est du zapping, quoi. C'est un peu du zapping, exactement. Et donc, c'est un peu frustrant parce que, tu vois, même en fin de service, moi, c'est un moment que j'adore, de débrief, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Enfin, c'est vraiment un moment hyper riche d'infos, d'échanges. Et vraiment, je kiffe trop ça. Si t'as pas fait le service en entier, on te raconte, mais t'es pas dedans. Ouais, tu perçois les choses différemment, quoi. Et comme jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais rongée par la culpabilité, c'était très compliqué à l'inverse de pas faire les deux. Et maintenant, tu vois, je me dis non, en fait, il faut juste choisir et je préfère faire ça. J'ai pas du tout tenu cet engagement depuis le début de la saison. J'aimerais être claire là-dessus. Mais la saison a commencé quand ? La saison a commencé le 7 mai, avec Barabapa en plus. Donc là, on est quoi, le 20 ? Oui, non, mais donc ça fait 2 semaines et demie, quoi, que ça a commencé. Ouais, mais bon. Oui, non, d'accord, ok. Mais donc, comment ça évolue, du coup ? Le Barabapa, comment arrive Mazette, ensuite ? Mazette. Mazette, déjà, s'appelle comme ça parce que la grand-mère de ma cousine, qui est guadeloupéenne, enfin moitié guadeloupéenne, disait toujours ça. Mazette. Et un jour, je l'ai proposé à mes associés, c'est le seul nom qui nous a mis d'accord. Ah, c'est trop chouette. Et Barabapa, comment c'est venu ? Et Barabapa, c'est le mec de Claire à l'époque qui a proposé ça. Dieu merci, il a proposé ça parce qu'on partait vraiment sur des trucs genre l'Escobar, quoi. L'Escobar ou le... Tiens, on partait sur des sombres jeux de mots comme ça. Et je sais pas, Barabapa, on a fait, ah ouais, tiens, dans le fond, pourquoi pas. Et en plus, comme c'est mon père qui nous a aidés, moi, dans mon fort intérieur, j'étais genre, c'est un peu bon, papa. Mais c'est oui. trop cool. Est-ce que la version que t'as donnée à ton père, c'est celle-ci ? C'est la version que lui s'est choisie. Enfin, c'est pas quelque chose que je lui ai donné, c'est un peu mon bar. Ouais. C'est moi, papa. Ouais, clairement. Mais franchement, je lui laisse parce que c'est vrai, enfin, c'était pas pour lui à ce moment. Enfin, tu vois, quand je raconte l'histoire de mon grand-père machin, mon père, il aurait très bien pu dire je fais pas ça avec vous, enfin, t'es trop jeune, montre-moi ton projet, enfin, tu vois, donc il y a cru. Donc moi, je suis OK à l'idée de. Et c'était lui l'actionnaire majoritaire. Enfin, il a vraiment. En fait, il a donné une impulsion. Il nous a aidés à aller chercher. En gros, il y a son meilleur ami, un autre de ses amis qui ont rejoint le projet aussi. C'était des sous, en fait, tu vois. Enfin, oui. C'était peut-être pas des sommes colossales, mais en fait, c'est le budget dont on avait besoin pour monter le truc, quoi. Donc. Et est-ce qu'ils sont toujours actionnaires maintenant ? Ouais, la plupart. Parce que juste personne peut les racheter parce que ça n'a pas d'intérêt, mais non, en soi ils gagnent de l'argent avec, donc il n'y a pas de. Et juste avant de parler du Mazette aussi, parce que donc tu te payais pas dans ta première boîte, le Barabapa, au bout de combien de temps t'as pu te payer ? Barabapa, on s'est payé rien la première année, on s'est défrayé la deuxième et on a commencé à avoir un salaire à la troisième, mais juste sur la saison. Okay. Donc on était payé de avril à octobre. Ouais, et hors saison. C'est plus tard, en fait, c'est petit à petit. Ok. En fait, comme on passait beaucoup de temps là-bas, déjà, moi, je dépensais pas de sous. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs qui, en fait, se régulaient un peu. Mes parents m'ont donné de l'argent de poche. Enfin, tu vois, ils me donnaient un peu de sous. Je sais pas, genre 300 balles par mois pour tenir. Et hors saison, comment ça se passe ? Enfin, vous pouvez rien faire, c'est ça, sur le hors saison, on n'a pas le droit d'installer sur les quais pour les risques de crue. Mais du coup, ce qui était un peu ironique, quand tu sais que la première année, la crue, elle arrive le 1er juin. Lol, tes réglementations de crue. Mais après, aucun intérêt d'ouvrir une terrasse en plein hiver. Ouais. Les gens me posent la question et je suis mais personne ne viendrait, même moi, je viendrais pas. Enfin, tu vois, il fait froid, il fait une mytho, c'est pas la même ambiance, quoi. Donc, non, c'est en vrai, Barabapa, c'est top que ce soit que l'été, ça nous aide beaucoup. Et du coup, en hiver, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? T'es toujours agent commercial ? En hiver, on continuait et la boîte grossissait un peu. Donc, on avait 2 salariés, pas mal d'événements assez cool. Et donc, ça nous a jamais payé. Ça nous a vite fait rembourser à des moments. Mais en fait, j'aimais trop l'événementiel, le fait d'aller dans des endroits nouveaux à chaque fois, avec des conditions d'accueil et de prestations qui soient nouvelles. Et en fait, avec le temps, vraiment, on étoffait ce qu'on faisait. Donc, tu vois, c'était toujours des nouveaux challenges, des nouvelles réflexions. Et ça, moi, j'aimais beaucoup. Et donc... Le Mazette. Et donc, Mazette. C'est encore l'univers, hein. Je te jure, c'est pas moi. Mais j'ai bien compris que tes associés principaux, c'était l'univers, ta mère et ton père. Ouais, c'est clair. C'est comme ça.
Moi, j'aime bien. Génial. Si un jour je fais un discours, tu vois, genre aux Oscars ou aux Grammy, parce que j'aurais bifurqué dans ma vie, je pourrais dire et j'aimerais remercier l'univers, mon père et ma mère qui m'ont soutenu dans cette aventure de vie. le speech est déjà prêt. Accent américain, tu ne sais absolument pas pourquoi, mais parce que je serais devenue une star américaine. Of course. Bien sûr. Mais je pourrais pas renier ma patrie, donc je serais obligée de faire le discours dans ma langue maternelle. Mais que tu auras oublié. Que j'aurais bien sûr oublié presque toutes ces années à LA, enfin, je veux dire. Mazette. On va y arriver, putain. Mazette. Donc, au bout de 5 ans de Barapapa, je suis en train juste de gérer tous mes tocs, là. Je ne peux pas tapoter sur la table, je ne peux pas... Je suis à l'intérieur. Mazette, du coup, donc au bout de 5 ans... au bout de la 4e année du Baraps, on a nos 2 responsables qui sont là avec nous depuis plusieurs années, respectivement déjà 2 et 3 ans. Et ça se passe trop bien, c'est l'éclate, ça commence à vraiment pas mal tourner, c'est trop chouette. Et on apprend que Concrète va fermer. Donc Concrète, qui était cette méga boîte de nuit giga connue dans le monde entier, qui ramenait les DJ les plus ouf en termes de culture club de l'époque. Et qui était ouverte toute la journée, toute la nuit, non ? Qui était ouverte en continu le week-end. Ouais. En vrai, enfin, c'était pas ma cam, parce que je pense que j'étais trop jeune et que ça a jamais trop été ma culture, la culture club comme ça. Puis il y avait beaucoup de drogue et tout ça, non, là-bas. Enfin, moi, je la connaissais parce que j'entendais toutes ces histoires, quoi. Ouais, bah oui. Et nous, on y a été quelques fois après le service. En plus, l'équipe de Concrète était trop cool et venait, tu vois, ils venaient manger les focaccia, du coup, de Lucien, donc on associait qu'avec le food truck en début de service. Franchement, ils étaient hyper cool, on s'entendait très bien avec eux. Et... mais on les fait 2-3 fois en fin de service et en fait nous on arrivait sobre. T'arrives sobre à 2-3 heures du matin à la Concrète et waouh, ok. Ouais. Moi j'ai vu faire un mec faire un faceplant, des trucs comme ça et genre un quoi, c'est quand tu tombes de toute ta hauteur sans te retenir. Ah là là. Ouais, t'es là genre ok, bon, c'est trop pour moi en fait. Enfin, c'est juste que genre je suis pas confort. Moi j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai envie de filer de l'eau à tout le monde, mais c'est 5 balles la bouteille d'eau, donc je vais pas le faire. Enfin, voilà, c'est un autre univers. Néanmoins, en termes de culture club et de ce qu'ils ont redonné à la nuit parisienne, je pense qu'ils ont été un acteur majeur. J'adhère pas avec certaines choses. Je suis obligée de rendre à César ce qui appartient à César. Je pense qu'ils ont fait... En fait, ils ont été l'acteur qui manquait à la nuit parisienne avant qu'elle s'éteigne, quoi. Ouais. Parce que les clubs étaient un peu en déperdition, il n'y avait pas de grands projets comme il y a pu avoir avec des Rex à l'époque, des social clubs à d'autres, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, acteur majeur de la nuit, sauf que pour des popotes internes avec la propriétaire, elle a décidé de ne pas renouveler leur bail. Et donc, juillet 2019... retentissement dans la nuit parisienne parce que on apprend que Concrète va fermer. Et à ce moment-là, du coup, donc Concrète, ils étaient locataires comme nous aujourd'hui. Et les gestionnaires du bateau, en fait, c'était donc une femme à l'époque 90 ans qui était à la tête de la boîte. C'était son entreprise qu'elle avait créée. Ah ouais. Elle a fait construire elle-même le ponton de la Concrète à l'insu de son mari. Je sais pas pourquoi. Ouais, si, je te jure. Non, mais elle était ouf. Madame Simon, récemment décédée, était une femme chiante mais extraordinaire. Ouais, et elle avait toute sa tête encore à 90 ans. Ouais, plutôt complètement. Mais un peu comme mon grand-père. En fait, je pense que c'est des gens qui sont restés dans le travail et dans la vie active. Ouais. Et je pense que ça aide beaucoup à mieux vieillir, on va dire. Et donc, bref, Madame... donc, désaccord entre Concrète et Madame Simon. Elle ne veut pas renouveler leur bail, tout simplement. Et donc, moi, je connais les gestionnaires, en fait, son équipe qui est sur place, sur le bateau, parce qu'elle a le ponton, mais elle a aussi 3 bateaux à côté. Ah ouais. Donc, cette équipe-là s'occupe de l'événementiel, etc., de ces endroits. Et en fait, ils viennent de temps en temps boire des shots au Barapapa, etc. Moi, à cette époque-là, j'y suis tout le temps. Et donc, je les connais comme ça. Tu vois, on se dit bonjour le matin. Juste, on est des voisins. C'est cordial, quoi. Et quand j'apprends que Concrète ferme, l'équipe dit « Ah, mais dans le fond, est-ce qu'on ne checkerait pas un Barapapa d'hiver ?» Je dis
pourquoi pas. Je passe un petit coup de fil, je demande. Donc là, j'appelle Evelyne, une des deux personnes de l'équipe, et je lui dis, bon, écoute, par curiosité, qu'est-ce qui se passe après ? Elle me dit, écoute, laisse tomber, on va vendre. Donc voilà, là, c'est pas du tout, on cherche pas de locataire et tout. Ok, l'été passe. Et à la dernière réunion avec mes responsables, des deux, donc Jérôme, l'autre, enfin Jérôme et Jenna, Jérôme me dit, mais au fait, concrète, qu'est-ce qui va se passer après ? Et je lui dis, putain, t'as raison, j'ai pas de news, je passe un coup de fil. Donc j'appelle Evelyne et je lui dis, bon, mais comment ça va ? Alors, du coup, curiosité, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Elle me dit, t'es au bar à papa ? Oui. Bouge pas, j'arrive. Ok. Wow. Et donc là, elle m'explique qu'en fait, ils vont pas vendre et qu'ils cherchent un locataire et que potentiellement, on peut déposer un dossier. Mais non. Si. Et si t'avais pas appelé, ils auraient pas pensé au fait que t'avais déjà appelé et que t'étais intéressée ? Ouais. L'univers. En vrai, c'est ouf. Dernière réunion avec mes responsables, le timing, machin, etc. En vrai, c'est ouf. Et ce qui est d'autant plus ouf, c'est que donc c'est vraiment la toute fin de la saison Bar à Papa. Donc moi, évidemment, j'en parle à mes associés du Baraps. On fait une réunion avec Evelyne et Benjamin, donc les personnes de l'autre entreprise, qui nous expliquent, qui nous donnent plus d'infos sur le projet pour qu'on puisse candidater et se rendre compte de la réalité, voilà, du coût des assurances, du loyer, du fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc., etc. Donc on fait ce premier rendez-vous. Et là, en fait, moi, je partais 1 mois à San Francisco parce que j'avais une de mes amies d'Italie, américaine, qui se mariait. Oh. Donc je m'étais dit, c'est la fin de saison, je prends mes vacances, donc je vais là-bas. Juste avant de partir, on se fait une réunion avec Claire et Lucien. Et je reviendrai plus tard sur comment j'ai écrit les projets, mais donc on fait la réunion avec eux et le lendemain, on se fait un petit déjeuner pour se dire ce qu'on en pense. Sauf qu'en fait, moi, dans la nuit... Ça bouillonne. Ça bouillonne. Je mets sur papier une présentation entière du fil rouge du projet, en fait, de comment je le vois, comment est-ce que je conceptualiserai le lieu, etc. Donc j'arrive à cette réunion avec cette présentation. Et sauf qu'à l'époque, en fait, je suis quelqu'un d'assez têtu. Je pense que je le suis toujours un peu, mais je suis quelqu'un d'hyper têtu. Et vraiment, quand j'ai une idée... Il faut se lever tôt le matin pour me faire changer d'avis, quoi. Et je pense que du coup, ça effraie un peu Lucien, avec qui on se bagarrait beaucoup, beaucoup à l'époque. Parce qu'il a un tempérament aussi fort et aussi merdique que le mien, potentiellement. Et juste, il le dira jamais. Voilà, ça c'est... Je ferme cette parenthèse, il l'admettra jamais. On lui donnera peut-être un droit de réponse. Ce serait très intéressant, parce que lui aussi, il a une vie... Et bref, et donc voilà, et en fait, Lucien a rapidement dit, en fait, je pense qu'on n'a pas les épaules, il faut pas le faire, et je pense que c'était aussi le fruit d'une pas très très bonne entente entre nous, enfin c'était pas fluide, vraiment on se chamaillait, enfin on se disputait beaucoup. Je pars aux États-Unis, je continue d'en parler avec Claire, parce que du coup, évidemment, sinon c'est pas drôle, je devais rendre le projet le lendemain de mon retour des États-Unis. Ouais. Et voilà, et donc... Pendant que je suis aux États-Unis, j'appelle Claire, on discute, et elle me dit, écoute, en fait, elle venait de se séparer, elle me dit, voilà, je viens de me séparer après genre 10 ans de relation, j'ai pas du tout envie de me relancer dans un grand projet maintenant, donc je préfère pas le faire. Sauf que moi, je suis aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, quand j'en parle aux gens, je dormais chez une amie, il y avait des colocs américains, etc. Et tout est possible. Exactement. You should go for it, c'est merveilleux, blablabla, mais c'est que de l'argent pire, il faut que t'essayes, il faut que tu le fasses. Et en fait, il me pimpe, quoi. Ouais. Et moi, je suis là, genre, ok, les gars, coaching US. on y va, quoi. Non, mais en vrai, mais parce que moi, à Paris, en plus, quand je dis à mes potes, notamment à mon coloc, etc., que je suis en train de potentiellement réfléchir à récupérer la concrète, les gens, ils me disent, Olivia, arrête. Dis-toi que je me suis engueulée avec mon coloc de l'époque, on habitait depuis 5 ans ensemble, c'est mon frère. Il me dit, et vraiment, genre, on s'est engueulé. Il me fait, mais en fait, là, Olivia, t'es en train d'être complètement conne, il faut que t'arrêtes, quoi. Et moi, j'étais là, oui, mais... Bref, En fait, surtout, ma philosophie avant de savoir qu'on allait l'avoir, c'était de dire, moi j'ai l'opportunité de présenter un dossier pour un projet aussi conséquent. C'est ça, ça t'engage à rien. Ça m'engage à rien. Je connais les gens qui le gèrent, donc je sais que je vais avoir un retour un peu privilégié. Et moi, c'est une forme d'apprentissage, en fait, et je veux savoir, je n'ai aucune idée à ce moment-là de mais qu'est-ce que tu présentes comme dossier quand tu veux reprendre un projet comme ça. Donc je me dis, en fait, c'est de l'expérience, et juste j'aurai la chance d'avoir un retour... un peu quali, et au pire, point barre, quoi. Enfin, tu vois, genre, j'ai rien fait de... Voilà, quoi.
du coup, donc Claire et Lucien, mes associés Barapapa, décident de pas faire le projet. Sauf que moi, j'avais d'autres personnes à qui j'avais déjà plus ou moins dit, en gros, à qui j'avais plus ou moins dit qu'un jour, j'aimerais beaucoup faire un truc avec eux, et dont je savais qu'ils avaient des compétences que j'avais pas. Donc, Johan Barr, qui est du coup donc, un très bon pote de mon grand cousin, genre du lycée, que moi je connais depuis mes 14 piges, voilà, qui est chef, qui est trop fort. Ok. Trop fort. Il me fait aimer tout ce que je n'aime pas encore aujourd'hui. Je sais que si c'est lui qui l'a cuisiné, je vais aimer. Ah là là. Ouais. Du coup, trop bien. Ouais. Genre, il m'a fait manger des bulots dans la semaine. Je trouve ça naze, les bulots. Je trouve ça n'a aucun intérêt, sauf si la maille est pas bonne. Je trouve que c'est merveilleux. Il les a cuisinés, là, ou... Ouais, trop fort. Et vraiment trop fort. Et Marie, du coup, qui était une copine de Reims, de mon école de commerce, qui, du coup, elle avait fait... elle avait bossé dans le conseil, etc. Elle avait vraiment une formation beaucoup plus gestion d'entreprise. Moi, avant ça, j'avais pensé à monter un truc en conseil, en start-up ou quoi, parce que je voyais que les gens galéraient avec des trucs un peu... bref, je voyais que les gens avaient des problématiques qui étaient souvent récurrentes. Et donc, je lui avais un peu proposé de faire ça. Donc, bref, j'avais déjà eu, en fait, avec les deux, un peu des conversations de « Ok, un jour, je viendrai te voir, quoi. » Ouais. Et donc là, Mazette se présente et moi, depuis les États-Unis, je les appelle. Je leur dis, voilà, les gars, il y a ça comme projet, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais j'adore. Tout en sachant qu'il y avait pas d'enjeu, tu vois. Genre là, je mettais leurs photos sur un PowerPoint, et j'écrivais 4 lignes de leur biographie. De leur vie, quoi. Bref. Ouais. Merci. Et ils étaient chauds, du coup, à ce moment-là ? Alors, Joe, c'est marrant, il était genre, ouais, pourquoi pas ? Et j'étais alors, prends un peu le truc à la légère, genre, moi, c'est sérieux, quoi, genre, je t'appelle pour de vrai et tout. Oui, non, mais pourquoi pas ? Bon, écoute, je vais mettre ta tête dans le truc, en fait. Il avait un resto, quelque chose, à ce moment-là ? Il bossait dans un resto, en fait, il bossait dans un groupe depuis hyper longtemps, et il était chef dans un resto dans le 16e, donc juste à côté de chez mes parents, chez qui j'allais de temps en temps, et qui était déjà trop bon. C'était quoi, le resto ? La librairie. C'était un tout petit truc... Mais bref, il a galéré, il a essayé de faire venir le fooding pendant des années. Bref, pas de la bonne manière, je pense, mais ça méritait largement. Il avait largement le niveau. Il l'a eu, d'ailleurs, le fooding, finalement, et parce qu'il est trop fort. Et c'est juste que c'était pas un truc sexy, c'était dans le 16e, c'est une petite brasserie de quartier, mais voilà. Et Marie, je lui en parle. Avant de décoller de San Francisco pour revenir à Paris, je lui envoie la présentation, du coup, que j'avais entre-temps un peu fait évoluer aux États-Unis. Mais les États-Unis, ça a été vraiment genre l'étape qui a mis... Pareil, tu vois... J'ai été invitée par un mec, par un pote de ma pote qui se mariait, qui était OK de m'emmener chez lui 3 jours à la campagne. Et donc là-bas, en fait, je me suis retrouvée au milieu des pins, je pouvais aller faire du kayak sur la rivière en bas. Et du coup, en fait, j'écrivais le projet. En fait, le soir, je regardais du baseball. Je ne comprends pas les règles de ce jeu. Donc, je pouvais même pas faire semblant de suivre. Donc, en fait, tu vois, je m'étais acheté des feux dans une boutique. Je sais pas, tu vois, tout était vraiment... Du coup, je faisais mes petites fiches sur le projet, la sécurité, le truc, le machin. Du coup, en réalité, j'avais pas mal bossé la réflexion du projet. Donc, étoffé la présentation que j'avais déjà faite complètement foncée avant de me présenter à mes associés. Et... j'envoie cette présentation vraiment, genre je me souviens, j'étais la dernière personne à monter dans l'avion, vraiment, genre, il faut que je l'envoie à Marie, j'envoie la présentation à Marie avant de décoller, j'atterris, j'appelle Evelyne pour lui dire bon, mais comment ça en est, est-ce que c'est toujours OK pour que j'envoie le dossier demain, machin, elle me dit ouais, et c'est demain deadline. Donc là j'arrive à Paris, j'appelle Marie, je lui dis t'as reçu la présentation, elle me dit OK, bouge pas, j'arrive. Et donc là je vais direct chez elle, et on a parlé du projet pendant 4 heures, et en fait on est parti comme ça, mais pareil, encore une fois, il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit, bon, allez, go, on y va. En fait, tout a avancé un peu progressivement, machin. Et même quand la propriétaire, elle commençait à me dire, c'est un peu OK, tu vois, j'avais pas un oui, allez, c'est bon, c'est vous que j'ai choisi. Tu vois, elle était là, genre, OK, on va se revoir, il faut qu'on avance dans les conversations, machin, tu vois. Et c'est vraiment au moment de la signature du contrat où là, c'était, OK, c'est bon, c'est vous qu'on choisit, quoi. Mais jusque-là, et je pense que ça a vachement aidé aussi à pas trop mesurer le potentiel vertige que ça... tu vois. Mais c'est marrant, c'est souvent ce qu'on conseille dans l'entrepreneuriat, c'est d'y aller petit pas par petit pas et de pas justement anticiper l'énorme truc au bout et tout machin. Vous l'avez fait très naturellement, mais... Ouais, mais top, moi, je recommande ça aussi. Ouais. Quand je regarde beaucoup d'entreprises qui font des levées de fonds, des trucs et tout,
je pense que c'est un super exercice. Je pense que c'est intéressant. C'est pas ma philosophie de l'argent du tout. Et voilà. Mais surtout, en fait, je trouve que c'est hyper dommageable pour les entreprises parce qu'en fait, tu n'as jamais idée de la réelle santé économique de ta boîte, en fait. Ouais. T'es tellement ponctionné de thunes qu'en fait... faire la différence entre ce qu'on t'a amené, ce qui est ta trésorerie réelle... bien sûr que tu peux faire tes calculs de rentabilité, mais comme tu as cette espèce de méga coussin par ailleurs... C'est pas concret, tu le ressens pas. C'est pas concret. Souvent, t'es dans des beaux bureaux, t'as des méga équipes qui ont des moyens. Enfin, tu vois, genre, toute cette réalité est hyper biaisée. Et en fait, très souvent, le jour où on arrête d'injecter de la thune dans ces boîtes-là, elles font pas long feu parce que, en fait, tu downsize à 80%. Et du coup, j'avoue, moi, je trouve ça... je suis pas... Je suis pas fan de cette philosophie-là. Je trouve que c'est triste pour les entreprises, surtout quand elles ont un vrai projet derrière. Tu vois, je me dis, vaut mieux aller petit à petit, quitte à ce qu'en revanche, à un moment donné, ça t'aide effectivement à grossir, mais de manière raisonnable. Quoi. Oui. Quand t'as réfléchi, quoi. Enfin, vraiment... Exactement, quand tu prends 80 millions du jour au lendemain, ok, certes, t'as fait une levée de fou, et les gens vont parler de toi comme ça, et parce que t'as réussi à convaincre les gens, mais en réalité, à ce stade-là, tu n'as fait que convaincre des gens. Ouais. Et tu n'as pas prouvé que ça tenait dans le temps et que voilà. Mais ça me fait penser au mec qui parlait des licornes là il y a pas longtemps. Il disait mais les licornes c'est tellement abstrait. En fait, t'achètes une valeur qui n'existe même pas. Enfin et tout le monde part de ces montants là, mais des montants qui n'existent pas en fait, et qui sont pas dans la vie réelle. Complètement. Et je trouve, c'est vrai que tu te dis c'est dommage parce que créer une entreprise c'est, je sais pas comment dire, je pense que je le vois d'une manière... En fait, c'est ta vie, quoi, tu vois, c'est ton travail. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les choses durent dans le temps et qu'elles s'installent et que ça ait du sens et que ça te plaise et que ce soit gérable à ton niveau, plutôt qu'en fait, t'arrives à des sphères où, ok, encore une fois, il y a beaucoup d'argent, mais du coup, t'es complètement déconnecté de ton projet parce qu'en réalité, 90% de ton taf, c'est des relations avec des investisseurs. Ouais. Après, encore une fois, ça, c'est des philosophies de vie. Ouais. Non, mais toi, c'est un projet stable, un projet de vie. Qui fait que je fais ce que je kiffe au jour le jour et que surtout, en fait, j'ai encore accès au bar, tu vois. Je suis pas du tout dans un truc où je peux plus faire de service parce que voilà, après, c'est très sporadique. Si mes équipes m'entendaient dire ça va, Olivier, du service, tout est relatif. Ils ont raison. Mais n'empêche que quand j'ai fini ma semaine de boulot, je peux me faire 2 jours de bar, même si je vais en faire 2 heures dans la soirée grand max. Oui. C'est mais quand tu même perds cool, quoi. pas ça. Non, je peux pas perdre ça. Du coup, c'était quoi le concept du Mazette ? Le concept du Mazette, en fait, c'est ce à quoi on est en train de revenir aujourd'hui. En fait, l'idée, c'était de vraiment... moi, mes inspi, c'était le Palace. Je voulais un endroit de fête un peu exubérante, où, pareil, donc toujours sur base de boissons et food quali, mais là, encore le niveau au-dessus du bar à papa, vraiment. Tu vois, l'alcool est en vrac, c'est bio, c'est français, toute la cuisine, c'est 100% fait maison, Baraps aussi, mais... Mazette, il y a beaucoup plus une recherche culinaire, et grâce à Joe, qui est chef de formation, donc clairement ça aide. Il y a Facette, qui est le resto bistronomique, qui est archi travaillé, mais sans être pompeux, bref. Donc il y a vraiment déjà cette base, cette volonté-là de base. Et en fait, après, l'idée, c'est de créer un environnement de fête où les gens puissent... vraiment se lâcher, quoi. Donc, en soi, c'est assez similaire à Bar à Papa, parce que l'objectif, c'est toujours de proposer la fête. Ouais. Moi, c'est ça mon métier. Moi, mon taf, c'est si les gens ont passé une bonne soirée, c'est qu'on a correctement fait notre métier. C'est pas correctement servir des bières, c'est pas envoyer tout rapide. Bien sûr, ça, c'est les paramètres qui vont aider à faire en sorte que... Mais c'est créer l'atmosphère, en fait, en règle générale, qui fait que tu te sens bien, que... c'est rigolo, qu'il y a un public qui est là, qui fait qu'en fait les gens peuvent se rencontrer entre eux, que ça danse, etc., etc. Et donc c'est ça l'objectif de Mazette. Et en fait je voulais le faire au début, et donc ça c'est ce à quoi on est arrivé, avec l'aide d'artistes, quels qu'ils soient. Donc que ce soit des danseurs, des acteurs, mais des tatoueurs, un peu tout, qui vont en fait un peu créer une surprise et comment dire, en fait, une expérience un peu unique dans ta soirée qui fait que tu vas te balader, tu vas tomber sur des trucs, tu vas... Oh tiens, il y a ça comme ça, il y a machin et tout. Et Et c'est quoi ? C'est sous forme de happening ou s'il y a des danseurs ou des acteurs Un peu. Mais ça, c'est ce vers quoi on va. Donc,
la forme définitive de la chose, je l'ai pas exactement, mais en tout cas, ça, c'est l'idée. Et ça, c'est exactement ce que j'ai écrit au début. Ah ouais. Ouais, vraiment, texto. Après, il y a eu le Covid. En fait, nous, on a ouvert en plein Covid. Donc, beaucoup de choses qu'on avait imaginées et voulues, en fait, on a dû les remoduler parce que la réalité était vraiment genre autre, quoi. Mais en fait, tout est OK. Tout n'était qu'apprentissage. Ouais, c'est génial. Mais vous n'avez pas été pris à la gorge, justement, à cause du Covid. En plus, vous n'aviez pas de CA. D'antécédents, ouais. Ouais, c'est... I know. Il faut remercier 2 personnes pour ce sujet. Du coup, Marie, mon associée, qui s'est battue bec et ongles, et voilà. Et Monsieur Gros, aux impôts. Trop chaud. qui en fait, je pense, a vu devant la ténacité de Marie qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait nous aider. Donc, on a eu accès aux aides. Et on a eu accès aux aides parce qu'on a fait une soirée de préouverture avec famille et amis, mais où du coup, on a quand même un peu encaissé des choses, etc., avant le confinement. Et qu'en fait, ça a servi à prouver qu'on avait de l'existence et voilà. Non. Ouais, si. Et donc, en fait, on a bénéficié de toutes les aides, voilà. Et donc, en réalité, non, le Covid, à part à l'échelle mondiale, pour nous, ça a été une aubaine de ouf. Ouais. De ouf. Parce qu'on a signé en décembre. Fin décembre, j'apprends que mon associée est enceinte. Attends, je te dis ça, c'était 2020 ou 2021 ? Non, je crois que c'était... J'ai un doute. C'est le deuxième confinement ? Non, elle était enceinte déjà. Premier confinement. On signe en décembre, on récupère les clés en janvier et on commence à payer un loyer en janvier. Donc en fait, on n'a pas le choix que d'ouvrir genre dans les 10 minutes. Donc en fait, nous, entre janvier et mars, moment où on a ouvert du coup le 12 mars, on a tracé nos traces, quoi, parce qu'il fallait créer la boîte. Et jusqu'à avant de signer le contrat, en fait, tu t'actives pas les choses, tu vois. Donc, et surtout, on était aussi concentrés sur le fait de monter un dossier financier. Donc, tu vas voir les banques, la BPI, etc. Et donc, en fait, on a passé 3 mois la tête dans le guidon, mais fort. Enfin, il fallait tout faire. Les travaux, le recrutement, la carte, la pro matériel, Vous avez fait beaucoup de travaux ? Ouais, pas mal. Pas mal parce qu'on a changé certaines fonctionnalités. Enfin, certaines pièces, on n'avait plus les mêmes fonctions sous Concrète que sous nous. Et Concrète, ils sont partis, ils ont... Tout laissé Non, ils n'ont pas tout laissé, mais en gros, ils ont vraiment laissé le truc... ce qui était normal, après, ils se barraient, voilà. Mais donc, ouais, il a fallu tout refaire à neuf derrière. Et donc voilà, donc ça, plus associé enceinte, plus machin. Le Covid arrive, mais on dort en fait. on fait des nuits. Ah ouais, c'est hyper sport. Et comme il faisait trop beau, en fait, assez rapidement, moi, 2 semaines après le début du confinement, j'ai un pote qui m'appelle pour me dire « Mais en fait, t'as une cuisine, est-ce qu'on peut pas faire à manger pour les hôpitaux chez toi ?» Et donc j'ai dit oui. Et en vrai, c'était une vaste entourloupe. Ah ouais ? Ah ouais, je te jure. Encore une fois, l'ego des gens, c'est un truc de fou dans la vie. Vraiment, c'est... Ouais. En fait, ce qui était dommage, c'est que assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était histoire de récupérer un peu de presse et c'était à qui ferait le plus grand nombre de repas au détriment de la qualité de ce qu'on proposait. Mais non. Et donc, en fait, on ramenait dans des hôpitaux parce que moi, je les ai aidés. Enfin bref, il y avait tout un truc logistique. Moi, je gérais tout de A à Z, donc j'allais récupérer mes produits. C'était Joe, le chef, qui cuisinait. Et moi, ensuite, j'allais les livrer. Parce que j'avais ma voiture et j'avais que ça à foutre, en fait. Et il y en avait d'autres qui produisaient genre 800 repas par jour. Sauf que vas-y, en fait, ils faisaient une pauvre salade de pâtes. On récupérait des invendus de Rungis, donc on avait de tout. Et notamment des blocs de mozza, en cube hardcore, mais que tu utilises à faire fondre sur une pizza ou un truc comme ça normalement, qui est censé disparaître, qui n'est pas censé rester au format de cube. Et en fait, là, il les découpait en tranches pour les mettre sur des mauvaises salades de pâtes. Et je disais, non, mais en fait, fais pas ça. Enfin, ok, certes, t'es un héros, t'as cuisiné 800 portions, mais c'est pour faire ça. Le fais pas, en fait. Fais moins, fais mieux. Parce que tu déposes ça à des soignants. Enfin, ils sont pas morts de faim non plus. Enfin, je pense qu'ils peuvent toujours dégommer des sneakers à la machine. Enfin, c'est toujours mieux que ça, quoi. Donc ouais, ça, c'était un peu décevant. Ah, c'est dingue. Encore déçu, quoi, par ce système. par la réalité d'entraide. D'entraide qui, en fait... qui a toujours des égos au milieu de tout ça. Soit des égos, soit des ambitions... Ouais, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est avoir des ambitions très personnelles pour des projets aussi collectifs.
en fait, c'est chouette si du coup tu deviens une personnalité, que les gens regardent, qu'il y a des choses intéressantes à dire, etc. Ok, pourquoi pas. Mais tu peux pas faire ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si cet objectif personnel, il va venir casser les dynamiques du projet collectif, ouais, c'est clair. En fait, fais autre chose, écris un livre, enfin, je vois, fais un truc qui te concerne toi et toi-même, puisque visiblement c'est ça l'objet de ton intérêt. Enfin, donc là c'était ça. Du coup, en fait, on distribuait trop aux hôpitaux parce qu'en plus il y avait 2 assos qui s'étaient montés en même temps, les 2 se mettaient pas d'accord. Du coup, on livre aux mêmes hôpitaux. Du coup, ils avaient 3 bouffées, donc les soignants ils devaient faire des maraudes. Non, ça devient ridicule. Ouais. Mais si je ramène ça à ma petite échelle, déjà moi je sortais de chez moi. Ouais, grave. Donc j'étais trop contente. T'étais utile. Quand même. Toute proportion gardée. Mais en fait, pour le coup, ce qui était cool, c'est que comme c'est Joe qui cuisinait, c'était super bon. Donc ça, c'était chouette. Tu récupérais des petits repas. J'ai rencontré des gens alors déjà, on mangeait bien aussi. J'ai rencontré des gens, pour le coup, les bénévoles de l'asso. J'ai rencontré vraiment des gens hyper sympas avec qui j'ai passé un très bon moment à cette époque-là. Et surtout, en fait, j'ai pu donner des attestations de sortie pour motifs associatifs aux gens de mon équipe. Et il y en avait plein qui étaient confinés dans des conditions qui n'étaient pas forcément idéales. Et donc, en fait, quand ils voulaient, ils avaient l'attestation et ils pouvaient venir en mazette. Et donc, là, j'ai pu les exploiter. Là, en fait, je profite de la situation. En gros, non, mais... Du coup, mazette, on devait faire des travaux, mais bon, tu fais des investissements, mais sans savoir ce que ça va donner demain. Donc, en fait, j'ai récupéré des palettes et on a fait une terrasse en palettes. Mais non. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, du coup, moi, les équipes venaient. En fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. J'en avais rien à foutre, mais j'avais toujours des petits travaux à faire. Ouais. Et donc, en fait, au final, c'est mise un peu comme ça la dynamique où on a peint les salles d'en bas qui n'étaient pas du tout censées ouvrir. On a fait, du coup, ce mobilier en palette là-haut. Ah, mais ça occupe. Ça nous a occupé de bien, ouf. À ce moment-là, quoi. On se faisait des petits apéros tranquilles à 5-6 le soir. Et donc, il y a un moment donné, donc c'était début du mois de mai, juste avant que ça réouvre, moi, je décide d'aller 5 jours à Bordeaux chez ma sœur. Il y a la limite des 100 km, donc je fais la route de nuit et tout. trop une hors-la-loi, en fait. J'espère que les flics nous écoutent pas. Ouais. J'ai ma propre définition de la loi. Tant que j'estime que ça ne fait de mal à personne d'autre. C'est clair. Je fais ma sauce. Et bref, et donc là, je vais voir ma sœur, sauf qu'en fait, quand je suis chez elle, on apprend qu'il va falloir ouvrir bientôt. Et donc là, moi, je remonte à Paris un peu en catastrophe et là, on industrialise le process des palettes. Parce qu'au début, avec les palettes, tout le monde allait de sa petite création. Tu vois, on faisait un banc comme ci, une chaise comme ça. C'était très joli, très poétique, mais moi, au bout d'un moment, j'étais là. Moi, j'ai 450 mètres de terrasse à ouvrir. Là, je peux vous dire qu'on va faire des tables. On a un modèle qui marche, c'est notre modèle de table. On a un modèle de banc qui marche, c'est notre modèle de banc. Et c'est parti, quoi. Et donc, on a Vous monté l'avez ça déposé le modèle. Ouais, il est robuste, mais voilà. Mon petit cousin qui était archi m'a grave aidé là-dessus. Et donc, et on a monté comme ça, en 4 jours, on a fini les travaux de la terrasse et on a monté le bar en palette aussi. On a vraiment tout fait. Ah, c'est génial. Ouais, et donc en fait, c'était trop bien parce qu'on a vraiment ouvert ce mazette avec... Et c'est ça ce qu'on a perdu un peu les années d'après, mais en fait, il y avait beaucoup d'âme. Et exactement pareil qu'au bar à papa. En fait, il y avait... je crois beaucoup aux énergies dans la vie. Et en fait, là, tu vois, il y avait tellement de gens qui avaient mis une bonne énergie. En plus, c'était trop sympa le chantier. Enfin, tu vois, c'était rigolo. Ouais. On était tous en maillot de bain. Il faisait 1000 degrés. On buvait des bières ensemble. Et c'était la première fois, tu vois, pour beaucoup, qu'on passait vraiment un moment un peu festif à plusieurs. Et en fait, je pense que vraiment, les gens, ils ont imprégné les palettes de good vibes. Et du coup, c'était trop le feu, quoi. On a gardé cette bonne énergie, mais c'est vrai que quand on a dû retirer le mobilier palette, parce que mine, c'était quand même une petite année logistique, va déplacer des palettes pour passer un coup de balai en dessous, voilà. Et donc, quand on s'en a séparé, qu'on a fait un truc un peu plus standardisé, on va dire, je te jure, il y a une petite partie de l'âme du truc qui a fait... Ouais, c'est dingue, tout, elle vacille, elle est encore là. Ouais. Et là, on est en train de la retrouver, je pense. Donc, là, on arrive malheureusement déjà à la fin du podcast. Déjà. Ouais, c'est dingue. J'ai pas pleuré. Attends, je vais mettre des petites questions de la fin.
Mais le but n'est pas de pleurer. Mais je voulais juste terminer sur Mazette et même sur toi, en fait, déjà. Où est-ce que tu te vois et où est-ce que tu vois tout ça d'ici 10 ans, 20 ans? Je sais que c'est une question un peu abstraite, mais est-ce que tu penses à ça ou pas? Ah bah fort, parce que déjà, c'est des contrats qui ont une durée limitée dans le temps, donc il faut que je me dise qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 40, tout ça. Je sais pas exactement. Je sais juste qu'aujourd'hui, je travaille avec des personnes avec qui j'adorerais continuer à travailler pour toujours. Et donc, en fait, là, mon idée du moment, c'est de continuer à créer des structures pour continuer à les faire évoluer, voire les associer. Et continuer à faire des trucs avec eux parce que c'est trop bien, c'est trop stylé, que c'est cool et voilà. Ouais, donc c'est vraiment le collectif, quoi. Ouais, bah grave. Bah moi, sans les autres, je sais oublier. Ouais, c'est marrant. Hein. Je suis trop bien entourée, en fait. Donc ouais, ce serait ça l'idée, mais je pense toujours dans la fête parce que, en fait, il n'y a pas d'âge pour faire la fête. Ouais. C'est important pour des anniversaires à 60 ans comme pour des jeunes à 18, quoi. Donc, Tu veux pas développer les fêtes, là, comme moi, pour les gens, les couche-tôt, enfin, des fêtes de l'après-midi. Tu veux un dancing? Oui. Non, mais j'en rêve. Il y en a plein. Déjà, il y a plein d'open air. Ouais, mais j'avoue, je connais pas trop. Et à chaque fois, je me dis, non, moi, je veux un truc tranquille, juste danser tranquille, en mode, ouais, guinguette, quoi, bal populaire, et me coucher tôt. Et on en parle après. Je vais y réfléchir. Et j'ai plein d'amis comme ça, quoi, parce que entre le boulot, les familles, les machins, les tout ça. Ouais, t'as envie d'un truc pas hardcore, grave, détente et juste pouvoir danser, profiter dans un bon état d'esprit, quoi, avec de la bonne bouffe. Bon, on en parle après. C'est très facile. Ce que tu me demandes, c'est très Ah accessible. là là. Et du coup, j'ai 2 dernières questions. Non, mais j'ai mis beaucoup trop de suspense là-dessus. Non, la première, et on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est moi, le podcast, j'aime bien interviewer des gens qui font, justement, qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur, malgré les peurs. Donc, j'ai le sentiment que tu n'as pas eu beaucoup de peur, finalement, dans tout ton parcours. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des gens qui n'osent pas, justement, s'écouter Je réfléchis. Des gens qui n'osent pas s'écouter. Qui n'osent pas passer à l'action. Ouais. En fait, je pense qu'une fois qu'on est... Enfin, quand on est en adéquation avec soi-même et donc qu'on s'écoute, il y a une espèce de fluidité qui se crée, qui est genre ouf et que tu peux pas connaître tant que t'as pas essayé. Donc ça ne répond pas à la question parce que là, il faut déjà que t'aies essayé. Du coup, tu conseillerais d'essayer? Ben ouais. En fait, il vaut 1000 fois mieux se planter en faisant quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie et qui a de l'intérêt pour nous, plutôt que de pas se planter en se faisant chier ou en n'étant pas heureux ou en étant... Voilà. En fait, si tu veux, moi, ma grande phrase dans la vie, et pour le coup, ça m'a vraiment toujours aidé, c'est... Même si tu te plantes, parce que c'est ça ce dont on a tous peur, en fait, et surtout en France, et c'était aussi aux États-Unis, ils n'avaient pas peur, mais... En fait, si tu te plantes en ayant fait quelque chose auquel tu croyais, tu ne t'en voudras jamais. Parce que tu auras toujours ce discours de te dire, bah, je le sentais comme ça, je pensais que ça se passerait comme ça, j'avais pas anticipé ça comme ça, etc. Mais en fait, tu seras bienveillant envers toi-même. Alors que si tu te plantes en faisant quelque chose auquel tu croyais pas à la base et que tu as fait soit pour des intérêts économiques, soit pour les autres, soit peu importe, en fait, là, tu vas te dire, putain, mais je le savais. Et je suis trop con, et j'aurais jamais dû y aller, et il fallait pas que je fasse ça, etc. Et donc, en fait, c'est plus par respect pour toi dans plus tard. Ouais. En fait, fais-le parce que, encore une fois, tu ne t'en mordras jamais les doigts. Tu comprendras toujours ce qui t'a poussé à le faire, et voilà. Et donc, en fait, je pense que c'est super important, ça. Ouais, j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Mais complètement. Okay. Franchement, ça m'a aidé plein de fois dans la vie. Ah, génial. Et c'est parfait parce que du coup, ça me laisse le temps pour la dernière question. S'il y avait la petite Olivia de 10 ans là à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, j'avoue, c'est un peu émouvant. T'es chiante. Je suis désolée. Tu fais ça, mais t'as un livre genre comment faire chialer les gens, en fait. Et ça, c'est 98. Non, mais j'ai compris qu'en fait, on retrace un peu toute une vie et tout pendant 2 heures. Et qu'effectivement, je pense que ça provoque une émotion de voir tout le chemin parcouru, quoi. Ouais, donc, de ouf. Qu'est-ce que je lui dirais?
Écoute, je crois que je suis dans un bon moment de ma vie, mais je lui dirais, mais t'es quelqu'un de super et ça va être génial. Profite. Génial. Merci. Connasse. Merci beaucoup, Olivia. Du coup, on te retrouve au Mazette, Ouais. au bar à papa, au bal dansant, du coup, des vieux de Vanda. 40 ans. Au bal dansant de Vanda tous les dimanches après-midi, dès 14h12. J'ai trop hâte, avec un food truck sans gluten. On va Oui. en parler. Tout est possible. Tout est possible. Merci encore de t'être confiée. Et puis, À bonne très journée. bientôt. Ouais, Merci. bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.